Bonsoir à tous. Kalispera Seolus. Merci d'être venus, d'avoir bravé la précipitation, les précipitations, les manifestations et les fermetures de stations de métro pour la conférence de Georges Forestier sur Molière. Vous savez que cette année, nous célébrons les 400 ans de sa naissance, le 15 janvier, c'est ça, Georges? Oui, le 15 janvier 1622. Vous savez aussi tous à quel point Molière est lié à la langue et à la nation française. Aucun écrivain français n'a de lien aussi étroit, aussi ancien et aussi fort avec l'imaginaire national. Je crois que pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous qui ont fait des études en France, depuis, je crois, au moins un siècle, depuis la classe, au lycée, au collège et au lycée, tous les ans, on étudie une pièce de Molière. Voilà. Alors, voilà. Donc, on a depuis des générations des élèves qui se transmettent la connaissance et j'espère l'amour de ce théâtre. Aujourd'hui, pour en parler, Georges Forestier, l'un des plus grands spécialistes, j'allais dire mondiaux, mais je pense que votre modestie va en souffrir, un des plus grands spécialistes de Molière. Et à ses côtés, je laisserai d'ailleurs le modérateur, donc à ses côtés, Platon Mavromoustakos, professeur d'études théâtrales à l'Université d'Athènes, et qui aura l'occasion de présenter avec plus de détails la carrière de Georges Forestier. Je souhaite rendre hommage au Festival d'Athènes Épidore, puisque cet événement a lieu dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut français de Grèce et le Festival d'Athènes Épidore, partenariat signé au mois de mars dernier, et c'est l'un des événements en tout cas, qui s'inscrit dans ce partenariat de soutien mutuel d'événements liés au festival, puisque Georges Forestier, et il aura l'occasion, je crois, d'en dire quelques mots, sans doute à l'issue de cette conférence, est celui qui a restitué le texte du Tartuffe, du premier Tartuffe, représenté une fois avant son interdiction, texte qu'on croyait perdu, enfin qui est perdu, mais que Georges Forestier a réussi à restituer et qui est joué depuis le mois de janvier, surtout d'abord à la Comédie Française et sur d'autres scènes du monde, et notamment à Athènes, au théâtre de la rue Piraeus 260, les 16, 17 et 18 juin, dans le cadre du Festival d'Athènes Épidore, dans une mise en scène de Ivo Van Hove. Je crois que vous n'avez pas eu de problème pour remplir la salle dans les 3 soirs, que ça a été complet très rapidement. Voilà. Donc, bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Je veux tout d'abord remercier le Festival d'Athènes et d'Épidore pour cette invitation et cette organisation. Et je remercier l'Institut français d'organiser cette soirée et cette conférence. Notre discussion avec M. Forestier aura lieu en français et vous pouvez donc recourir à la traduction simultanée. Équipez-vous des écouteurs. Je remercie l'Institut français pour organiser cet événement et aussi Dimitra Kondilaki et les gens du festival qui ont fait que cet événement ait lieu. Bon, vous me permettez de commencer en cherchant mes lunettes d'abord. Pour faire une petite introduction, disons que d'abord, je crois que c'est un grand privilège de célébrer le 400 ans de la naissance de Molière avec l'événement d'aujourd'hui, en compagnie du professeur Georges Forestier, qui a doté la bibliographie internationale d'une nouvelle édition des œuvres de Molière, dans la série de la Pléiade, dans la bibliothèque de la Pléiade. Cette édition est sans doute un événement extrêmement important, car nous permet d'apporter un nouveau regard sur l'œuvre de Molière. L'édition offre une nouvelle perspective qui relie les pièces à des idées et des valeurs qui ont provoqué des controverses et des débats dans la société mondaine de la France du XVIIe siècle. Et elle examine les comédies en les plaçant dans l'histoire des idées qui ont défini la formation culturelle de l'Europe entière. Mais permettez-moi de commencer la discussion d'aujourd'hui par une brève référence à un autre événement qui s'est déroulé à l'Institut français il y a 50 ans,
lors des célébrations organisées en 1973, 300 après la mort de Molière. Notre premier historien du théâtre, Yannis Sideris, a clôturé l'année Molière par une conférence ici à l'Institut français avec les mots suivants que je vais vous citer. Citation alors. Le titre de notre conférence, dit Yannis Sideris, le titre de notre conférence est « Il éduquait la Grèce, Pepédevke την Ελλάδα ». C'est une formule que nous devons à Platon, plus pauvre que nous, avec toute l'Antiquité, parce qu'il n'avait pas connu la comédie de Molière. Molière qu'on fête cette année par tout le peuple avec enthousiasme et une rare unanimité. Fin de citation. Bon, pendant plusieurs décennies, Molière en Grèce a formé et influencé pas seulement la scène théâtrale, mais aussi bien l'écriture théâtrale. Il semble qu'un premier contact entre les phanariotes grecs et l'œuvre de Molière ait eu lieu à l'ambassade de France à Constantinople lors d'une manifestation organisée à sa mémoire en 1673, c'est-à-dire un mois après sa mort. Les premières tentatives de traduction des œuvres de Molière datent de 1741. Il s'agit de L'Étourdi et de Sganarelle, le cocu imaginaire, traduites par la main du phanariote Ioannis Israëlis, respectivement comme Κομμωδία του Αναισθήτου και ο καταφαντασίαν Κερατοφόρος. Alors, ces premières tentatives, comme celles qui ont suivi au XIXe siècle, coïncident avec les enjeux mis en valeur durant l'âge de lumière grecque. L'une des principales expressions de cet esprit est sûrement l'adaptation de l'Avare par Konstantinos Ikonomos en 1816, qui, sous le titre Exindavelonis, a occupé une place enviable dans le répertoire grec moderne jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le traducteur déplaça la pièce. Au lieu de Paris, il la transpose au Proche-Orient et au langage grec idiomatique de l'Asie mineure. Immédiatement après la création de l'État grec indépendant, lors des premières tentatives de créer le théâtre en Grèce, c'est Molière qui occupe une place de choix. Il est le plus souvent présent en scène. Et en juillet 1836, dans le premier théâtre d'Athènes, le théâtre Skondjopoulos, un théâtre pauvre, construit en bois et en plein air, Exindavelonis a été mis en scène, et il s'agit probablement de la première comédie étrangère jouée par une compagnie professionnelle grecque. Le XIXe siècle apparaît très riche en représentations de comédie Molière, ce qui fait Yannis Sideris s'exclamer « Notre vie théâtrale du XIXe siècle est entièrement due à Molière ». Cependant, l'importance de Molière ne diminue pas jusqu'à nos jours. Les représentations de ces pièces constituent toujours un événement majeur pour la pratique théâtrale grecque. Ils ont contribué au développement de l'art scénique et sont reçus avec grand intérêt par les compagnies de théâtre et le public. Plusieurs représentations de Molière ont établi la réputation d'acteurs de premier plan, tels qu'Emilios Veakis, Giorgos Glinos, Eleni Papadaki et bien sûr Christophoros Nézer, pour ne citer que ceux qui ont marqué le XXe siècle. Parallèlement, de nouvelles traductions de Molière sont imprimées par d'importants écrivains et traducteurs tels que Kostas Varnelis, Pantelis Prevelakis, Strasivoulos Stavros et bien d'autres. Parmi les traductions du XXe siècle, je voudrais évidemment signaler le travail exceptionnel de Chryssa Prokopaki, à qui l'on doit l'excellente traduction en vers de 3 œuvres clés de Molière, mises en scène par Lefteris Voyatis. Il s'agit du Misanthrope, Le col des femmes et Amphitryon, récemment publié dans une édition très élégante par Miette, la maison d'édition de la Banque nationale. Pourtant, cette influence du grand classique sur les affaires grecques n'a pas encore été pleinement étudiée et suffisamment évaluée. L'une des raisons en est peut-être le retard relatif pris dans la traduction en grec des œuvres complètes de Molière. Il existe quelques lacunes qui persistent au XXe siècle, car la traduction des œuvres de Molière suit les termes de la pratique théâtrale. Elles sont faites à la demande d'une compagnie et à l'occasion d'une production scénique. Et il existe des pièces qui ne sont jamais jouées. Il y a quelques années, un éditeur avait tenté de combler cette lacune en prévoyant une édition bilingue des œuvres de Molière, mais malheureusement, cette initiative, comme toutes celles qui ont vu le jour depuis le XVIIIe siècle, n'a pas abouti. Et espérons que le XXIe siècle, cette grande dette
du théâtre grec envers Molière sera complet. Voilà, après cette petite introduction à la réception de Molière en Grèce, je passerai à la présentation de Georges Forestier, avant de lui donner la parole. Pour vous dire que Georges Forestier est aujourd'hui professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, où depuis 1995, il occupait le chaire des études théâtrales du XVIIe siècle. Il est depuis 2011 membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est le directeur du Centre d'études de la langue et de la littérature du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un organisme rattaché à l'Université Paris-Sorbonne et au CNRS. Il est membre de l'Observatoire de la vie littéraire, l'OBVIL, qui a développé des applications informatiques pour examiner la littérature française. Il se décrit, je cite, comme un mixte d'archéologues et d'ingénieurs qui cherche à savoir comment les pièces sont fabriquées grâce aux traités théoriques et aux pratiques de son temps, en regroupant ses déductions avec les informations sur l'œuvre, sur l'auteur et son époque. Fin de citation. Auteur de nombreux ouvrages sur le théâtre du XVIIe siècle, parmi lesquels le théâtre, dont le théâtre sur la scène française au XVIIe siècle, la tragédie française, le CD génétique théâtral, Corneille à l'œuvre. Mais depuis 1996, il a consacré l'essentiel de ses recherches à Racine, à Jean Racine et à Molière. Ces recherches ont donné lieu à la publication du premier tome des œuvres complètes de Racine, Théâtre et poésie, dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade de Gallimard, et en 2006, une biographie de Jean Racine dans la même collection biographie de Gallimard. De 2006 à 2010, il a dirigé avec Claude Bourqui le projet Molière 21, qui a débouché sur la création d'un site Molière que je vous recommande de visiter, c'est très intéressant, ainsi qu'à la nouvelle édition des œuvres complètes de Molière en 2 volumes par la bibliothèque de la Pléiade. Plus récemment, il a produit la biographie de Molière en 2018, si je ne me trompe pas, chez Gallimard toujours, qui a reçu le prix du Château de Versailles en 2019. Bon, c'est déjà Nicolas Ebelin que vous a dit qu'il a restitué le texte de Tartuffe ou l'Hypocrite, l'œuvre de Molière interdite en 664, qui sera jouée du 16 au 18 juin au Festival d'Athènes. C'est un spectacle, je crois que c'est un spectacle le plus attendu de cet été. Depuis, Georges Forestier s'est consacré à la mise en scène du Malade imaginaire, la dernière pièce Molière, avec costume, décor et déclamation comme à l'époque, qui est produite à la Sorbonne, par la Sorbonne Université en 2022, et qui continue ses représentations, je pense, dans les jours qui suivent. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Platon. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour me faire venir ici. Je ne les désigne pas en personne, mais ils se sentent bien visés. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'Institut culturel de Grèce. Et donc, je suis très, très heureux. J'ai fait des études de grec ancien quand j'étais jeune. Donc, du coup, venir ici, pour moi, c'est outre la dimension romantique de venir en tant que Français vers la Grèce, il y a aussi une familiarité avec la Grèce antique qui fait que je suis toujours très ému quand je viens en Grèce et je suis très heureux que Molière m'ait ainsi permis de me retrouver ici parmi vous et de vous parler de lui, ce que je vais commencer tout de suite parce que je vois qu'il est 7h30 et donc je pense qu'on a mis en route... Ah mais voilà. Alors, il y a juste un petit problème technique, ce qui est normalement, je devrais avoir la diapo suivante devant moi. Là, comme c'est enregistré pour être rediffusé, je n'ai que la même chose que vous, donc je ne suis pas toujours sûr d'avoir la diapo suivante. Il faut que je la mette pour que vous la voyez. Alors, un tout petit rappel pour commencer. Molière auteur, avant de vous parler de Molière tel qu'il était ou tel qu'il a été fabriqué, un panorama express, comme je le dis, je ne vais pas détailler les pièces, hein, j'ai simplement mis une petite répartition de la trentaine de pièces qu'a écrite Molière, des pièces en 1 acte, des pièces en 3 actes, dont le Tartuffe, première version, des pièces en 5 actes, et toutes celles que j'ai mis en gras, en caractère gras,
ce sont des pièces qui ont été représentées, créées avec musique et danse. J'insiste, musique et danse, ça veut dire ce qu'on appelle traditionnellement des comédies-ballets. En fait, Molière lui-même a donné le titre de comédie-ballet au bourgeois gentilhomme. Avant, c'était comédie avec musique, etc., etc. Peu importe. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une part très importante chez Molière de comédie-ballet. On s'est souvent demandé pourquoi. Il faut savoir avoir une chose en tête très importante. Comme on vient de le rappeler, je m'occupe actuellement d'une troupe de théâtre qui travaille à restituer des spectacles à l'ancienne. Et du coup, quand on restitue des spectacles à l'ancienne, il faut prendre en compte un fait fondamental, c'est que toute pièce de théâtre au XVIIe siècle est jouée avec une introduction musicale, des airs de musique à la mode du temps entre l'acte 1 et l'acte 2, entre l'acte 2 et l'acte 3, entre l'acte 3 et l'acte 4, entre l'acte 4 et l'acte 5, et un final en musique. C'est-à-dire que la musique est toujours présente au XVIIe siècle avec le théâtre. Donc la comédie-ballet, ce n'est qu'un plus avec grand spectacle, chant et danse. Mais voyez, donc j'insiste là-dessus parce que souvent, on a tendance à faire une spécificité comme si Molière s'était égaré pour faire plaisir à Louis XIV. Non, il a juste dérivé un peu plus dans un art qui est l'art théâtral total qu'il pratiquait. Donc voilà, après cette petite entrée en matière, avec tout ce qu'a fait Molière, je passe à l'objet de mon présentation, c'est-à-dire entre le Molière inventé par la postérité et le Molière tel qu'on peut le retrouver en faisant du travail d'archéologue, comme on l'a dit à l'instant. Alors, à quoi ressemblait Molière ? Voilà, si vous prenez Google et que vous cherchez Molière, images, vous avez tous ces portraits, souvent très différents les uns les autres. Des fois, c'est les mêmes. Et alors, évidemment, j'ai fait une capture d'écran qui change chaque jour, puisque voilà. Et donc, en vérité, qui était Molière ? On a en tout et pour tout 2 seuls portraits authentiques de Molière. Celui de gauche, c'est celui de Nicolas Mignard, qui était donc un peintre très connu à l'époque, que Molière a rencontré à Avignon, il partait pour Rome, comme tous les peintres français du XVIIe siècle, et puis il est tombé en chemin amoureux d'une Avignonnaise. Et il se trouve que cette Avignonnaise était la fille d'un propriétaire de jeux de paume, et au XVIIe siècle, vous allez le voir, je crois que je vais vous le montrer, tous les théâtres, il n'y avait pas de théâtre. Les théâtres, c'était des jeux de paume transformés en salles de théâtre. Et donc, Molière, chaque fois qu'il s'arrêtait à Avignon, dans les 12 ans de pérégrination dans le sud de la France, eh bien, il s'arrêtait au moins 1 à 2 ou à 3 fois par an dans le jeu de paume de Nicolas Mignard. Et c'est à cette occasion que Nicolas Mignard l'a peint dans un costume de tragédie, qui est le costume de César, dans une pièce de Corneille qui s'appelle La mort de Pompée, que la troupe de Molière a beaucoup joué avant que Molière écrive ses pièces. Et puis le deuxième portrait, c'est celui de Pierre Mignard, le frère cadet, qui lui est parti pour Rome, est resté à Rome et rentré 20 ans après à la demande de Louis XIV, et qui donc a peint Molière. Alors vous voyez, l'un, c'est Molière acteur, et l'autre, il est en robe d'intérieur, en chemise, et vous allez voir, on ne le voit pas sur ce portrait, vous allez comprendre pourquoi. L'autre, c'est Molière auteur. Et voici, en fait, ce que j'appelle une première déclinaison autorisée. C'est-à-dire, c'est un graveur en 1685 qui a gravé le portrait de Molière à partir de ce portrait de Pierre Mignard. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert récemment, en restaurant ce tableau, qui est conservé au musée de Chantilly, que ce tableau a été découpé. Il a dû être abîmé. Bref, il a été découpé. En fait, il n'était pas à l'origine. À l'origine, c'était ça. Donc, en fait, cette gravure, elle reprend le tableau de Pierre Mignard. Et on voit bien que là, c'est Molière en tant qu'auteur. Il est en robe d'intérieur, il tient une plume à la main, il tient un livre de l'autre main. Et voilà donc les 2 seuls portraits authentiques. Et vous voyez, à partir duquel on a commencé à décliner des gravures. Et plus les gravures vont, moins elles sont ressemblantes. Là, il commence à être très laid. Bon, mais c'est pas très avantageux pour Molière, mais ça a apparu dans un gros livre de la fin du XVIIe siècle de Charles Perrault, qui s'appelle Les hommes illustres qui ont paru en ce temps. Et voici comment on fabrique un portrait non authentique. Vous avez à gauche Molière avec la tête qu'il a sur le portrait de César. Vous le voyez comment il est tourné vers la droite avec sa fine moustache. Et il a évidemment une robe d'intérieur comme sur le tableau de Pierre Mignard, c'est-à-dire une combinaison. Voilà. Et deuxième à droite, une autre par un célèbre peintre du XVIIIe siècle. Lui aussi, il a combiné. Et il a développé à partir de là. Et c'est comme ça qu'on a publié un livre sous mon nom, qui est avec un des portraits faux
de... Voilà, alors c'est très gênant, comme je dis sur le titre, livre prétendant au vrai, et en fait, il affiche un portrait faux, mais c'est la vie. Voilà, on ne contrôle pas toujours tout quand on publie un livre. Alors, quelques mots sur comment Molière est entré dans la légende. Eh bien, le premier texte qui parle de Molière, je vous ai mis un fac-similé à gauche, mais rassurez-vous, on ne va pas lire. Le temps passe trop vite. Je résume les deux choses très importantes qu'il y a dans cette première. C'est la préface donc, de la grande édition posthume des œuvres de Molière. Je rappelle que Molière est mort en 1673, donc en 1682, ça fait 9 ans qu'il est mort. On publie une grande édition avec ses œuvres parues de son vivant et 2 volumes d'œuvres posthumes et une préface. Et déjà dans cette préface, ce qui est très intéressant, c'est que vous lisez qu'il fit ses humanités. Je ne sais pas s'il y a un pointeur... Si, voilà, c'est ça. Il fit ses humanités au collège de Clermont, c'est-à-dire l'actuel lycée de l'Île-le-Grand. C'était le collège des Jésuites. Et il eut l'avantage de suivre... Et comme il eut l'avantage de suivre feu Monsieur le Prince de Conti dans toutes ses classes, la vivacité d'esprit que le distinguait de tous les autres lui fit acquérir l'estime et les bonnes grâces de ce prince. Autrement dit, l'un des plus grands princes de France, cousin de Louis XIV, frère du Grand Condé, frère cadet du Grand Condé, eh bien, il aurait distingué Molière comme son grand esprit, alors qu'en fait, en vérité, le prince de Conti, il a effectivement été au lycée, au collège Louis-le-Grand, à l'époque, on l'appelait comme ça, mais il avait 8 ans de moins que Molière, et il est très difficile qu'il ait suivi toutes les classes avec Molière, même si, quand on était un grand prince à l'époque, on brûlait des classes. Donc, vous voyez comment se met en place une élection. Molière, déjà dans la première esquisse de vie de Molière, il est déjà valorisé comme un élu. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que quand on faisait des biographies au XVIe, XVIIe siècle et dans l'Antiquité, eh bien, une biographie, c'est quelque chose qui est une partie de l'art de l'éloge, de l'art rhétorique de l'éloge, et donc on ne choisit pas la vérité, on ne cherche pas des documents, c'est à partir du XIXe siècle qu'on va commencer à chercher des documents, on cherche à mettre en scène ce qui donne la meilleure idée possible du héros que l'on va peindre. Et donc, le deuxième élément qui... Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont tous... en grande partie imaginaire dans cette préface, mais évidemment, cette préface a nourri d'autres textes, dont la première vie de Molière, ce que j'appelle la deuxième entrée de la légende. Il s'appelle Grimaret, ce monsieur qui a écrit donc la vie de monsieur de Molière. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus. Une grande partie de tout ce que l'on a appris sur Molière vient de ce texte. Le célèbre film d'Ariane Mnouchkine qui s'appelle Molière, paru en 1977 ou 78, eh bien, il est toujours inspiré par les grands événements narrés par Grimaret dans sa vie de Monsieur de Molière. J'espère que tout le monde arrive à lire le petit texte que j'ai imprimé à gauche, qui est une phrase, une réponse de Boileau à un de ses correspondants qui l'interrogeait sur ce livre. Il dit « Pour ce qui est de la vie de Molière, franchement, ce n'est pas un ouvrage qui mérite qu'on en parle. Il est fait par un homme qui ne savait rien de la vie de Molière et il se trompe dans tout, ne sachant même pas les faits que tout le monde sait. » Et de fait, à partir du moment où, au XIXe siècle, on commençait à apparaître des archives, où il y a eu les premiers chercheurs qui bientôt vont s'appeler des moliéristes, les archives ont commencé à apparaître, eh bien, toutes les archives ont contredit ce que disait Grimaret. Absolument toutes. Les seules choses justes qu'il y a dans la vie de Monsieur de Molière de Grimaret, ce sont les dates et les lieux de représentation des pièces de Molière qu'il a empruntées à la grande édition de 1682, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, il a suivi l'édition, il les a recopiées, et tout le reste est imaginaire. Il se trompe dans tout. Il fait naître Molière dans une maison sous les piliers des Halles. Il se trouve que Jean Poquelin, son père, a acheté cette maison en 1643, alors que Molière avait 21 ans, et ainsi de suite. Il hésite sur la date de naissance de Molière, entre 1620, 1621, etc. Il nous dit que Molière n'a pas fait d'études, puis après, à la fin de son livre, il nous dit que, en fait, j'ai appris qu'il avait été avocat, alors qu'en fait, Molière n'a jamais été avocat. Il a commencé les études de droit, il a tout quitté pour faire du théâtre. Voilà, donc voilà le texte qui va avoir une importance considérable parce que non seulement c'est la première vie de Molière, donc c'est un best-seller à l'époque, mais ensuite il va permettre d'utiliser l'usage que l'on faisait à l'époque pour toutes les éditions de textes. On plaçait une vie de l'auteur en tête de l'édition. Et du coup, on s'est mis à placer la vie
de Molière par Grimaret en tête de toutes les éditions qui ont paru au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle, et on en rencontre encore au XXe siècle. Voilà. Et donc, ça, c'est une source évidemment considérable de légendes, et évidemment d'anecdotes que Grimaret, pour beaucoup, a inventées. Et la difficulté, évidemment, c'est de sortir de là. Alors, comment peut-on faire pour sortir de là? Il faut faire table rase, oublier tout ce qui a été dit, écrit, oublier que Molière était jaloux, qu'il était misanthrope, etc., parce que rien n'indique de son vivant qu'il était jaloux, mais il a écrit des pièces qui portaient sur la jalousie. Mais ces pièces qui portaient sur la jalousie, il a commencé à en écrire bien avant d'être marié, parce que c'était un thème fondamental à l'époque. La littérature espagnole de la première moitié du XVIIe siècle est une littérature qui joue constamment sur le fait qu'il est impossible de garder une femme, que les maris sont jaloux, qu'ils sont toujours trompés évidemment par les femmes qu'ils oppressent, etc., etc. Donc c'est un type de littérature qui est constante à l'époque et que Molière n'a fait que reprendre brillamment pour la mettre sous forme dramatique. Et donc j'insiste, c'est ce que j'appelle, je crois que je ne sais pas s'ils ont conservé ça dans l'article qui est paru dans le journal aujourd'hui, en traduction grecque, c'est ce que j'appelle le syndrome de Démodocos. Vous savez que le syndrome de Démodocos, pourquoi est-ce que Homère est aveugle? Tout simplement parce que dans l'Odyssée, lorsque Ulysse est chez les Phéaciens, qu'on fait une grande fête en l'honneur de cet inconnu, et qu'il y a un Aède qui vient pour chanter des chants de la guerre de Troie, eh bien, cet aveugle est conduit par un jeune homme, cet Aède est aveugle. Et on en a déduit que c'était Homère, et que donc Homère, sur lequel on ne sait rien, est aveugle. Donc le syndrome de Démodocos, ça consiste à fabriquer des vies d'auteurs sur lesquels on ne sait rien en se servant de leurs œuvres. Et pour Molière, c'est pareil. Molière est devenu misanthrope parce qu'il a écrit Le Misanthrope, jaloux parce qu'il a écrit des pièces sur la jalousie, cocu parce qu'il a fait jouer sur ce thème du cocuage, etc. Alors que attaqué comme il l'a été au XVIIe siècle, surveillé, critiqué, etc., jamais aucun texte contemporain, exactement contemporain de Molière, ne parle de tout ça. Donc ce sont véritablement des inventions liées au syndrome de Démodocos, qui est le fondement de toute vie d'auteur de l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, quand je parle de sources sûres, qu'est-ce qui permet en fait d'en savoir un peu plus sur Molière? Eh bien, certains d'entre vous savent peut-être que Molière était tapissier, valet de chambre du roi. Alors, qu'est-ce que c'est que tapissier, valet de chambre du roi? Vous voyez cette magnifique gravure qui reprend tous les métiers de la tapisserie, le rembourrage les fauteuils, les tapis, les coussins, les matelas. Il manque une chose comme on le devine derrière, qui était aussi les tentes que le roi, sous lesquelles le roi avait ses appartements lorsqu'il partait en campagne, etc. Tout ça, c'est le tapissier. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, paternel, maternel, etc., tout le monde était tapissier. Et son père avait acheté une charge qui était celle de tapissier, valet de chambre du roi. C'est-à-dire que parmi les valets de chambre qui appartenaient à la chambre du roi, donc, eh bien, il y en avait 2 chaque jour qui étaient les tapissiers. Pourquoi qu'est-ce qu'ils étaient là? Eh bien, ils refaisaient la moitié basse du lit du roi. Quel intérêt de refaire la moitié basse du lit du roi? Eh bien, ça permettait au tapissier d'observer si le lit était toujours en bon état, s'il était toujours suffisamment moelleux pour le roi, et sinon, d'en faire venir un nouveau par le garde-meuble ou d'en commander un à un tapissier avec des risques de conflit d'intérêts, comme on dit aujourd'hui, mais peu importe à l'époque. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient 2 tous les matins? Tout simplement parce que lorsque le roi partait en campagne ou lorsqu'il partait en vacances à Fontainebleau, eh bien, les châteaux dans lesquels il allait faire étape et le château de Fontainebleau étaient vides. Et donc, il fallait que la chambre du roi parte avant le roi. Donc, il y avait un premier tapissier qui partait avec une chambre du roi pour la première étape. Puis, quand le roi arrivait à la deuxième étape, le deuxième tapissier partait avec la deuxième chambre du roi à la deuxième étape, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y avait toujours auprès du roi 2 tapissiers du roi pour pouvoir permettre en fait que le roi ait tout le temps sa chambre à l'identique où qu'il aille. Et donc, il se trouve que son père, c'était une charge prestigieuse, évidemment, qui donnait ses entrées tous les matins auprès du roi. Et lorsque le Molière devient comédien, il avait hérité de cette charge. Enfin, cette charge était héréditaire, donc il pouvait l'exercer en même temps que son père. Il l'avait rendu pour pouvoir se consacrer entièrement au métier de comédien. Et il se trouve que lorsqu'il revient à Paris avec sa troupe à partir de 1658,
Un an plus tard, 1660, son frère cadet, qui avait récupéré la charge, meurt. Et donc Molière s'empresse évidemment de récupérer la charge parce que non seulement il commençait à être apprécié du roi en tant qu'auteur dramatique qui faisait rire le roi, mais être un trimestre par an, tous les matins, auprès du lit du roi, ça donne des avantages considérables que vous allez voir dans un moment. Voilà donc, et voilà, ils avaient donc une magnifique livrée bleue avec galons rouges et des fils blancs, en général d'or et d'argent, des fils donc d'or et d'argent. Et vous remarquez, contrairement à ce qu'on nous raconte à l'école, que les couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge ont été inventées à l'issue de la Révolution française. Et en vérité, le bleu, le blanc et le rouge étaient déjà les couleurs de la monarchie depuis le XVIe siècle. Et donc, c'est ainsi que Molière avait une magnifique livrée, comme tous les gens de la maison du roi. Et donc, tous les matins, un trimestre par an, il sortait de sa maison près du Palais Royal. Il allait aux Tuileries lorsque le roi était aux Tuileries, ou il couchait à Versailles les jours où le roi était à Versailles, parce que le roi du vivant de Molière n'était pas installé à Versailles, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, lorsque le roi voulait lui parler, lorsqu'il était sorti de son lit, lorsqu'il s'était assis sur sa chaise d'affaires, comme on disait, s'il avait besoin de dire un mot à Molière ou de demander à Molière quel serait le sujet de sa prochaine pièce, par exemple Tartuffe, Molière s'approchait et répondait au roi à ce moment-là. Bon, ce n'était pas seulement sur la chaise percée qu'il répondait au roi. Le roi pouvait lui recevoir aussi, mais c'était un moment privilégié entre le roi et son valet de chambre tapissier, qui se trouvait être aussi un de ses artistes préférés. Alors, vous voyez donc qu'on a la chance d'avoir comme renseignement précis un volume qui paraît chaque année, qui s'appelle l'État de la France, qui détaille toutes les charges qui relèvent de la maison de la maison du roi et de la chambre du roi. Et là, vous avez très exactement, ici, vous avez donc la description en 1662 avec les noms. Vous avez ici le sieur Poquelin et son fils à survivance. Et donc là, il explique qu'ils font tous les jours le lit du roi avec les valets de chambre. Et là, ils expliquent que la veille du départ de la cour, il s'en va, etc. Ce que je vous ai raconté sur le tapissier avec les déplacements, c'est ici. Et donc, vous voyez, donc, Sir Poquelin et son fils à survivance. À survivance, ça veut dire que lorsque le père Poquelin, le père de Molière, meurt, son fils n'a pas besoin de racheter la charge, elle lui échoit gratuitement. Et à survivance, ça veut dire qu'il peut alterner quand il veut avec son père pour remplir la fonction, pourvu qu'il y ait un des Poquelin tous les matins, un trimestre par an, auprès du roi. Donc voilà, on a des renseignements précis sur ce que représente, sur ce qu'il était en tant qu'homme public, et on a d'autres renseignements, évidemment, qui sont fournis par les archives qui sont apparues à partir du 19e siècle. C'est un commissaire de police à la retraite qui, avec son goût de l'enquête, s'est dit Molière, on nous raconte Grimaret ne sait pas exactement où il est né, etc., etc. Je vais chercher. Et il a cherché, il a découvert l'acte de naissance de Molière, l'acte de mariage de Molière, et à partir de là, tout le monde qui se piquait d'amateurisme, enfin d'aimer Molière, s'est lancé là-dedans. Et après, il y a eu des chercheurs professionnels. Et tout ça, ça a été regroupé dans ce que j'appelle la Bible des chercheurs en 1961. Ça a apparu en 63, pardon, aux Archives nationales. C'est toujours disponible, d'ailleurs, c'est un ouvrage passionnant qui est disponible en PDF sur le site des Archives nationales, qui s'appelle « 100 ans de recherche sur Molière » et qui regroupe, pourquoi 100 ans, tout ce qui, au 19e et au 20e siècle, a été découvert sur Molière, sur sa famille, sur les acteurs qui l'accompagnaient, etc. Donc, c'est absolument formidable. Et on a des renseignements, toutes sortes de renseignements. On a le contrat passé entre Molière, le premier contrat théâtral de Molière pour la création de sa première troupe qui s'appelait l'Illustre Théâtre, 1643. On est dans la maison de la mère de sa maîtresse, Madeleine Béjart. Deux notaires se sont déplacés, comme c'était l'usage à l'époque. Et comme c'était l'usage à l'époque, toute troupe de théâtre qui se constituait, donc avec 8, 9, 10, 12, 14 comédiens, passaient contrat devant notaire. C'était très important parce qu'évidemment, ils s'engageaient tous à faire toute l'année théâtrale dans la troupe sous peine de dédits financiers très importants, parce que si un acteur qui s'en va, la troupe ne peut plus fonctionner puisqu'ils sont
que 11 ou 12. Et donc, du coup, c'est pour ça que on passait contrat devant notaire chaque année. Et je précise que l'année théâtrale allait du premier mardi, parce qu'on ne jouait que les mardis, vendredis, dimanches, 3 jours par semaine. C'était moins fatigant d'être directeur de troupe à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc, on jouait 3 jours par semaine. Et donc, l'année théâtrale commençait le premier mardi après Pâques et se terminait à la mi-carême, puisque normalement, durant le carême, et en fait, évidemment, on a grignoté, jusque 3 semaines avant Pâques. Pendant 3 semaines avant Pâques, donc le moment vraiment du carême, tous les théâtres étaient fermés. Personne n'avait le droit de faire du théâtre en France à ce moment-là. Et c'est le moment où tous les comédiens se retrouvaient, de toutes ces troupes de comédiens ambulantes, se retrouvaient à Paris. C'était le grand, comme on dit en football aujourd'hui, le grand mercato des comédiens. Et c'est là que des troupes se constituaient. Les meilleures troupes de Paris puisaient dans ce vivier de comédiens, de bons acteurs, etc. Et 1643, on a conservé de copie en copie ce texte, ce contrat de société. Et donc, je passe dessus. Il y a la suite, mais ça ferait long à lire. Il faudrait qu'on prévoie une conférence qui dure jusqu'à 10h du soir si on voulait lire tous les textes que je vous présente. Autre texte important, par exemple, qu'on trouve dans 100 ans de recherche sur Molière, c'est la requête d'Armand de Béjart auprès de l'archevêque de Paris. Et grâce à cette requête d'Armand de Béjart auprès de l'archevêque de Paris, le lendemain de la mort de Molière, donc le 17 février, en l'occurrence là le 18 février 1673, on sait très exactement ce qui s'est passé. On sait notamment que cette légende qui va se développer à partir du XVIIIe siècle, selon laquelle Molière est mort en scène en jouant le malade imaginaire, elle est impossible, parce que Molière est mort chez lui à 10h du soir. Mais vous allez me dire, mais 10h du soir, les théâtres ne font que finir. Mais non, au XVIIe siècle, on jouait l'après-midi. On commençait à 14h et on s'efforce. En général, on commençait plus tard, comme aujourd'hui. On devait commencer à 19h, on a commencé à 19h30. C'était exactement pareil au théâtre. Les Français mettaient du temps à venir et on attendait que la salle soit un peu remplie pour commencer le spectacle. Mais il fallait que ce soit fini à la nuit tombée, parce que les rues de Paris, à cette époque-là, étaient des coupe-gorges et donc il fallait que tout le monde puisse rentrer chez soi à la nuit tombée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, on sait exactement ce qui s'est passé, que lorsque Molière, qui avait une fluxion, c'est-à-dire des problèmes de Covid, pneumonie, bronchite aggravée. Non, mais il y a eu une épidémie, on le sait aujourd'hui, c'est grâce à mes recherches que j'ai découvert des textes qui nous racontent qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de Parisiens qui sont morts en janvier, février 1673 et que Molière a été fauché donc par cette épidémie d'infection bronchopulmonaire sans qu'on en sache plus à l'époque. Et que donc Molière est rentré chez lui au soir de la 4e représentation. Il a senti qu'il était mal parce qu'en toussant violemment, une veine s'est rompue dans ses poumons. Il a demandé qu'on aille chercher un prêtre qui a refusé de se déplacer pour un athée comme Molière, alors que Molière faisait ses Pâques, il observait une fois par an la vie de bons chrétiens dans une société chrétienne. Mais pour Molière, le curé, le prêtre, animé par la charité chrétienne, a refusé de se déplacer. On envoie une deuxième servante un deuxième prêtre de la paroisse Saint-Sulpice refuse de se déplacer et il faut que le beau-frère de Molière aille en personne pour ramener un troisième prêtre, mais dans l'intervalle, Molière était mort. Et donc, il était mort sans avoir reçu les sacrements et pour pouvoir recevoir les sacrements, sans avoir pu abjurer le métier de comédien, parce que pour être enterré en terre d'église, il faut abjurer le métier de comédien. C'est-à-dire, au moment où vous mourrez, vous dites « plus jamais je ne serai comédien ». Et là, vous avez juste le temps de recevoir l'extrême onction et c'est bon, vous pouvez être enterré en terre d'église. Et Molière n'a pu faire ça. Heureusement, il est mort après avoir demandé ça, en bon chrétien. Il était entouré par 2 religieuses qui étaient en pèlerinage, mais comme ça se faisait beaucoup au XVIIe siècle, qui étaient les hôtes hébergés dans la maison de Molière et d'Armand de Béjart, sa femme. Et tout le monde a pu témoigner donc, que Molière avait fait ses Pâques, etc. Et donc, du coup, l'archevêque de Paris fait faire une enquête pour vérifier la véracité de la requête et du récit d'Armand de Béjart. Et ce récit étant vrai, il ordonne d'enterrer Molière le lendemain, mais de nuit, mais la nuit tombait à 6h du soir à cette époque-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on l'enterre à 2h du matin, mais de nuit et avec 2 prêtres seulement. Alors pourquoi 2 prêtres seulement ? Parce qu'à l'époque, quand il y avait quelqu'un de célèbre, il y avait un convoi funéraire où il y avait 20, 30, 40 prêtres qui précédaient le convoi.
Et donc, deux prêtres, c'était même... Alors, pourquoi on a souvent dit « Ah là là, pauvre Molière ?» Mais tout simplement parce que Molière, qui était l'une des stars absolues de cette époque-là, dont tout le monde savait qu'il était mort sans avoir pu recevoir les sacrements, le scandale que ça aurait fait auprès de tous les chrétiens s'il avait pu faire un enterrement solennel comme tous les autres. Donc, on l'enterre discrètement, mais malgré tout, en terre d'église. Et tout ça, c'est grâce à ces archives qu'on a retrouvées qu'on peut savoir ça. Alors, on a aussi une autre source très précieuse que sont les registres de théâtre. Il se trouve que toutes les troupes avaient des registres. Là, celui-là, on appelle le premier registre de la Touridière. Vous voyez que, en fait, vous avez ce dimanche 22 avril 1663, à Marianne, une tragédie de Tristan l'Hermite, et Les Fâcheux de Molière. En tout, 545 livres. Et puis après, vous avez le détail. Les frais ordinaires, c'est ceux qui sont toujours fixes, 55 livres. Frais extraordinaires, 1 livre seulement. Ça n'a pas coûté cher. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que, ah oui, on a séparé à les danseurs. Les deux hautbois. Pourquoi 2 hautbois seulement ? Parce que la troupe, dans ses frais ordinaires, avait toujours 4 violons, comme je vous l'ai expliqué au tout début, qui jouaient des airs au début, entre chaque acte, etc. Donc, ils ont rajouté 2 hautbois pour les intermèdes chantés et dansés de cette comédie-ballet qui s'appelle Les Fâcheux, et qui est, pardon, je me suis trompé de bouton. Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière parce que à vouloir faire 2 choses à la fois. Donc, on a ce premier registre qui nous indique, mais on n'en a que 3. Tous les autres ont été détruits. Heureusement, l'un des comédiens de la troupe, qui s'appelle Lagrange, a eu l'idée en 1682, 83, 84, 85, on ne sait pas exactement quand, de faire un extrait des recettes des affaires de la comédie. C'est-à-dire qu'il a pris tous les registres annuels comme celui que je vous ai montré, et puis, lui, il a consacré 1 ligne. Alors, vous voyez, c'est un manuscrit. Ça, c'est la page manuscrite où il raconte la mort de Molière. C'est pour ça qu'il a mis un losange noir, parce que c'est un jour particulièrement triste. Là, c'est la reproduction. Et là, vous voyez que vous avez en dos, par exemple, si on prend là, tout en haut à gauche, dimanche 29 janvier, Maries infidèles, 599 livres, 10 sous. En dessous, 1 ligne, part, c'est-à-dire la part qui revient à chaque comédien. Une fois qu'on a enlevé tous les frais, on divise la recette en autant de parts qu'il y a de comédiens. À cette époque-là, 1673, ils sont 12 à être à part entière, c'est de là que vient l'expression française à part entière, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une part complète, et ils sont le mari d'une des stars de l'époque qui était mauvais acteur, eh bien lui, il est à demi-part. On avait engagé la star à pleine part, et elle avait dit « mais je viens que si mon mari est engagé aussi ». Donc on a dit « ok pour le mari, mais il serait qu'à demi-part ». Voilà. Et donc, grâce donc à Lagrange, on a, depuis 1659 jusqu'à la mort de Molière, mais jusqu'à la mort de Lagrange, parce qu'il continue jusqu'à sa mort en 1685. Pardon, il est mort en 1692, mais il en était à 1685 en remplissant régulièrement son registre. Et donc, voilà, il nous renseigne sur énormément de choses. Par exemple, il nous renseigne sur le fait que le Misanthrope n'a pas été un échec, comme on le laisse entendre chez Grimaret et sur d'autres qui ont recopié Grimaret, mais que ça a été un succès. Et le registre de Lagrange, grâce aux chiffres des recettes que vous voyez donc et à la part qui revient à chaque acteur, on sait très exactement quels ont été les succès et quels ont été les échecs. On sait ainsi que l'Avare, qui est l'une des pièces les plus célèbres de Molière, eh bien, a eu beaucoup de succès à la création. Ça a été un succès mitigé. Et voilà, 1668, automne 1668, l'Avare ne marche pas très bien. Puis quand même, petit à petit, comme un vieux train, là, pop, 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 elle se met à marcher. La raison, je me suis interrogé sur la raison pour laquelle l'Avare, qui va devenir l'une des pièces phares de Molière, a mal commencé. Je pense que c'est parce qu'on était en novembre 68, que ça fait 5 ans que Tartuffe est interdit, que l'on sait que des négociations entre les jésuites, les jansénistes, les envoyés du pape et les envoyés du roi sont en train d'aboutir, que les affaires religieuses vont s'apaiser et que Louis XIV va enfin pouvoir autoriser Molière à représenter Tartuffe. Et donc, le public vient à toutes les autres pièces de Molière en disant « Ah, c'est toujours pas Tartuffe » et donc on n'y va pas volontiers. Et c'est comme ça que l'Avare a un peu souffert de ça. Et tout ça, on l'apprend grâce à ces documents, et notamment ce document formidable qui est le registre de Lagrange. Ensuite, on a les correspondances qui sont très, très intéressantes. Par exemple, on a une lettre de Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste, qui a écrit à un de ses amis qui s'appelle Maucroix,
une lettre dans laquelle il raconte tout le détail de la grande fête qui a eu lieu le 17 août 1661 à Vaux-le-Vicomte, dans ce sublime château que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un des hauts lieux du patrimoine de château français, qui a inspiré évidemment Louis XIV, puisque vous savez peut-être que M. Fouquet, le surintendant des finances qu'il avait fait construire, a été arrêté et mis en prison 3 semaines après cette magnifique fête, et que Louis XIV a récupéré Charles Lebrun, le peintre qui avait peint non seulement les tableaux, mais toute la décoration intérieure, Charles Levaux, qui était l'architecte, et Charles Lebrun, j'avais donc dit, Charles Levaux, et le nôtre, qui était celui qui avait créé les jardins. Et tout ça, il les a récupérés pour commencer à transformer le petit château de Versailles. Voilà, donc on a une lettre de La Fontaine qui nous raconte les détails de la fête du 17 août 61 avec la création et des détails sur la création des Fâcheux de Molière. On a la chance d'avoir conservé, parce que dans le naufrage total de la quasi-totalité de la correspondance des gens de l'époque, de Corneille, on a conservé 20 lettres de Racine, dont les fils étaient absolument fanatiques de leur père, qui ont essayé de tout récupérer de son père. Et j'ai calculé, quand j'ai fait la biographie de Racine, qu'il avait dû écrire à peu près 30 000 à 40 000 lettres. Ils ont réussi à en récupérer 200 seulement. De Molière, tout a disparu parce que lui, il n'a pas eu 2 fils. Il a eu il a eu 2 fils et une fille qui sont morts. Et celle qui lui a survécu, elle a grandi dans une institution religieuse. J'expliquerai éventuellement pourquoi. Et quand elle est sortie, elle est restée après la fin de sa jeunesse volontairement dans cette institution religieuse. Et quand elle est sortie, 10 ans plus tard, elle a épousé un organiste d'église. C'est-à-dire qu'elle était dans un milieu qui détestait fondamentalement tout ce qu'avaient pu faire son père et sa mère. Et donc, qui ne s'est pas du tout soucié des papiers de son père et de sa mère. Et donc, tout a disparu, comme tant de choses ont disparu. Là, on a la chance d'avoir un médecin célèbre à l'époque, qui s'appelle Guy Patin, que Molière a caricaturé parmi d'autres, mais dans Monsieur Diaphorus et Thomas Diaphorus, parce que Guy Patin, qui a été doyen de la faculté de médecine de Paris, évidemment, était absolument contre les inventions du XVIIe siècle, notamment la découverte de la circulation du sang. Il faisait partie des anti-circulateurs, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas à la circulation du sang. Mais on a la chance qu'on a conservé, grâce à ses correspondants, plusieurs centaines de lettres de Guy Patin qui nous racontent beaucoup de choses. Notamment, c'est grâce à lui que, contrairement à ce que disaient les médecins du XIXe siècle, ils disaient « Ah, Molière, il est tombé malade une fois et 10 ans plus tôt, 10 ans avant sa mort, et les gazetiers ont dit qu'il était revenu tout ragaillardi du lait d'Inache. » Inake, hein, c'est une chèvre grecque, comme vous savez, donc c'est une image. Mais alors les médecins du XIXe siècle, obsédés par la tuberculose, ont dit « Oh, la phtisie, on donne du lait à boire. » Mais il se trouve que quand on lit Guy Patin, ce que j'ai fait, on peut le faire, et tout est en ligne hein, de nos jours, eh bien, quand on lit Guy Patin, on s'aperçoit que dès que l'on a une forte fièvre, pour la convalescence des fortes fièvres, vous savez que les fièvres au XVIIe siècle, c'est pas la conséquence d'une maladie, c'est la maladie elle-même. Ce n'est pas la manifestation de la maladie, c'est la maladie elle-même. Donc, quand on sort d'une forte fièvre, eh bien, il recommande le lait, et particulièrement le lait d'ânesse. Donc, si Molière est revenu un jour, après avoir été malade 2 semaines sur le théâtre, tout ragaillardi du lait, c'est tout simplement parce qu'il sortait d'une maladie qui avait occasionné une forte fièvre. Voilà. Donc, on a Guy Patin et tous les renseignements qu'il nous donne. Guy Patin, notamment, nous renseigne sur une chose très importante, c'est l'opinion que l'on a sur les comédiens dans certains milieux conservateurs, comme celui de Guy Patin, et qui, par exemple, on a conservé un petit carnet sur lequel il notait des choses. Il note notamment Molière est un comédien marié à une très jolie comédienne, elle-même fille de comédienne, et peut-être même la sienne propre, car chez ces gens-là, on n'y regarde pas de si près. Donc, la fille de Madeleine Béjart que Molière a épousée, eh bien, peut-être bien que c'est la fille de Molière lui-même, parce que chez les comédiens, on n'est pas si regardant, tout le monde couche avec tout le monde, et que le père couche avec la fille. Allez, voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir l'opinion qu'on se faisait dans certains milieux. Et comme ça, comment ce qui avait dû être une plaisanterie lorsque Molière a épousé Armande Béjart
en 1662, alors que tout le monde savait que Armande Béjart, c'était la fille de Madeleine, et que Madeleine avait été jadis la maîtresse de Molière, eh bien, ça a dû faire rire tout le monde, évidemment, à l'époque. Il y a eu dû y avoir des plaisanteries en disant bon, il épouse la fille de Madeleine, mais qui sait si c'est pas... Vous voyez. Et comment la plaisanterie, dans certains milieux, est devenue une chose peut-être, et comment, dans certains milieux, c'est devenu probable. Voilà. Alors, ensuite, on a des éléments qui sont fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les gazettes en vers. Là, vous en avez un, il s'appelait Jean Lauré, il publiait une gazette d'abord manuscrite tous les samedis. C'était en fait une grande page, une feuille, comme on disait au XVIIe siècle, une feuille pliée en deux, ce qui veut dire que ça faisait 4 pages. Hein, si vous pliez une feuille en deux, ça fait 4 pages. Et donc, ensuite, elle était imprimée. Tous les samedis, il publiait des événements sur la vie théâtrale, excusez-moi, surtout pas, sur la vie de la cour, des grands seigneurs, des personnes les plus en vie, les plus en vue. Et de temps en temps, quand à la cour, il y avait une représentation de théâtre, il le disait, on a joué une comédie. Comédie au XVIIe siècle, c'est comme aujourd'hui le sens de comédie française. Hein. La comédie française, ça veut dire le théâtre français. On a joué une comédie, c'est-à-dire une pièce de théâtre. Et puis, il y a eu un choc. Novembre 1659, création au théâtre du Palais du Petit Bourbon, à l'époque, Molière n'était pas encore au Palais Royal, d'une nouvelle pièce qui s'appelle Les Précieuses Ridicules. Tout d'un coup, le monde contemporain apparaissait sur le théâtre. C'était de la caricature, certes, à travers ces précieuses et ces valets déguisés en galants, mais c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour la première fois, voilà que Lauré nous raconte en détail dans sa lettre en vers cette troupe de comédiens que monsieur avoue être sien. Alors vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui des vers de mirliton. Au XVIIe siècle, on appelait ça des vers burlesques, c'est-à-dire des petits vers de 8 syllabes dans lesquels il faut faire des rimes à tout prix. Et donc, souvent, on va chercher des mots. On invente même des mots pour pouvoir faire des rimes. Donc voilà, cette troupe de comédiens que monsieur, c'est le frère du roi, le patron de la troupe de Molière, Philippe d'Orléans, que monsieur avoue être sien, représente sur leur théâtre une action assez folâtre, autrement dit, un sujet plaisant, à rire sans cesse induisant, par des choses facétieuses, intitulées « Les Précieuses », ont été si fort visitées, etc., etc. Et donc, il raconte ce qui est absolument la première fois qu'un gazetier... Et désormais, ça va être lancé. Les gazetiers vont continuer à représenter, à décrire les succès de Molière. Quelques mots Racine, quelques mots Corneille, Molière, il a droit à tout. Donc c'est très intéressant de voir, et on apprend évidemment des renseignements de premièrement et de sources sûres. Et c'est comme ça qu'on a aussi, d'un côté, donc Lauré qui meurt en 1665. En 1665, son successeur qui s'appelle Robinet écrit donc une lettre en vers à Madame, et lorsque Madame meurt, c'est la lettre en vers à Monsieur. Et là, vous avez ici, à droite, la lettre en vers du 18 février, c'est-à-dire Molière vient de mourir le soir même, enfin la veille au soir, et le lendemain, Robinet raconte le choc que ça a été d'apprendre brutalement la mort de Molière. Et c'est très important, cette idée de brutalité. Là encore, ça met fin à cette légende sur Molière, malade depuis longtemps, etc. Je vous ai dit qu'on sait aujourd'hui que c'est une épidémie. Et la preuve, vous l'avez dans une autre gazette, la Gazette d'Amsterdam, qui nous apprend donc le 9 mars 1673 que le sieur de Molière est mort, comme vous avez déjà su, mais si subitement qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade. Il venait de jouer sa comédie nouvelle du Malade imaginaire, etc., etc. Vous voyez, très, très intéressant d'aller chercher les gazettes, parce que ce sont elles qui nous apprennent que la mort de Molière a été une surprise absolue pour tout le monde, que Molière n'était pas en train de traîner du tuberculose depuis des années et des années. Et après, quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais quelqu'un qui traîne une tuberculose depuis des années, est-ce qu'il peut écrire une pièce qui s'appelle Le Malade imaginaire, dans lequel le rôle qu'il joue est présent 28 scènes sur 32, dans laquelle il y a un intermède qui est l'intermède chanté avec en réponse, qui est l'intermède de Polichinelle, joué par Molière lui-même, qui est totalement épuisant? La réponse est tout simplement, bien sûr. Et en plus, imaginez que quelqu'un qui aurait la tuberculose, donc qui pourrait être tout moment pris par des quintes de toux, écrire une pièce dans laquelle le héros se croit malade, que tout le monde lui dit « vous êtes en très bonne forme, en très belle constitution », si en plus, à tout moment, il pouvait cracher du sang sur la scène, etc. Donc on voit, en recoupant tous ces éléments-là, la réalité des événements concernant Molière. Alors, pour autre aspect qui nous renseigne beaucoup sur Molière, ce sont les éditions originales. On a la chance, là, de les avoir toutes conservées, puisque lorsqu'une pièce était, au XVIIe siècle, lorsqu'une pièce était écrite, elle était d'abord vendue
a une troupe de comédiens. Alors, lorsque c'est sa troupe à lui, il a droit... Je vous ai expliqué tout à l'heure que chaque comédien de la troupe, la recette est divisée en 10, 12 ou 14 parts selon le nombre d'acteurs. Lorsque il y a une nouvelle pièce qui est créée, l'auteur reçoit 2 parts supplémentaires. Donc, au lieu de diviser, mettons, en 14 parts, on va diviser en 16 parts. Et Molière, dans ce cas-là, il touche 1 part en tant que comédien, sa femme touche 1 part en tant que comédienne, et lui touche en plus 2 parts en tant qu'auteur. Ce qui veut dire que Molière était très riche, ainsi que la plupart des comédiens de Paris, d'ailleurs. Alors, Précieuse ridicule, vous voyez, la pièce a été publiée en 1660, quelques semaines après. Pour quelle raison quelques semaines après? Parce que, normalement, l'auteur attend que le succès soit épuisé au théâtre, et lorsqu'il sent que la pièce, le succès s'amoindrit un peu, et clac, il publie aussitôt la pièce pour ranimer, évidemment, auprès du public ce succès en vendant la pièce. Et là, Les Précieuses ridicules, ça a été un tel succès qu'il y a un libraire, un peu ce qu'on appelait un libraire à l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui un éditeur, un libraire qui a l'idée de pirater la pièce. C'est-à-dire qu'il envoie dans la salle des sténographes, des tachygraphes, pour parler à la grecque, sténos aussi, remarquez, c'est du grec. Il envoie donc des sténographes ou des tachygraphes dans la salle qui prennent la pièce en note. C'était très courant à l'époque, quand on avait des tachygraphes qui prenaient en note les beaux sermons des grands orateurs dans les églises, les belles plaidoiries des célèbres avocats au palais de justice, et donc et certaines pièces qu'il fallait publier hors droit, et ça a été le cas pour Les Précieuses ridicules. C'est comme ça que Molière a été obligé de s'entendre avec un autre éditeur pour publier lui-même sa pièce. Et c'est ainsi qu'à partir de là vont paraître les pièces de Molière, et qui nous renseignent sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, ça nous renseigne sur la précipitation avec laquelle la pièce a été publiée. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un éditeur pirate, on le savait, qui était en train de publier la pièce. Donc, l'éditeur de Molière, il s'est entendu avec 3 autres éditeurs, lesquels ont fait fabriquer la pièce chez plusieurs imprimeurs différents. Conséquence, on a aujourd'hui dans le monde 15 exemplaires de cette édition des Précieuses ridicules conservés. Ils sont tous différents. C'est-à-dire qu'ils ont des coquilles, des fautes, mais jamais au même endroit. Et donc, c'est vraiment très intéressant, là aussi, pour nous rendre compte du fonctionnement et de la fabrication matérielle d'une pièce de théâtre. Première édition des œuvres de Molière, faite contre son gré par un groupe de libraires qui avait récupéré ses droits d'auteur. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez 2 rôles de Molière. Vous avez ici à gauche... Ah mince, je me trompe encore de... attendez, pour revenir en arrière, qu'est-ce que je fais? Non, pour aller avancer... Excusez-moi. Voilà, vous avez ici Molière dans le rôle de Mascarille, le rôle du valet déguisé en aristocrate snob, évidemment exagéré, avec une perruque trop longue, des chaussures avec des talons trop hauts, des rubans énormes. Enfin, tout est ridicule, évidemment. Donc, c'est Molière. Et on distingue vaguement son petit masque. Mascarille, ça veut dire Mascarille, demi-petit masque. Donc, il portait, quand il jouait Mascarille, un petit masque à l'italienne. Et là, c'est son 2e rôle, grand rôle, 6 mois plus tard. Sganarelle ou le cocu imaginaire, sa 2e pièce en un acte qui est un succès triomphal, dans laquelle il adopte désormais son nouveau nom de personnage qui s'appelle Sganarelle, celui qui se trompe lui-même, et donc avec un nouvel habit à l'ancienne mode, ridicule. Et vous voyez qu'il n'a plus de masque. Il est à visage découvert, et c'est là la grande révolution de Molière, c'est qu'il a l'idée de... Et c'est ça qui va faire son grand succès d'acteur comique, c'est comme ça qu'il va devenir si célèbre en acteur comique qu'il va cesser de jouer des rôles de tragédie, parce qu'il est moins bon dans la tragédie qu'il est génial dans la comédie. Et le fait de jouer à visage découvert, c'est quoi? C'est qu'il a l'idée de reprendre un de ses confrères italiens, puisque Molière jouait 3 jours par semaine sur son théâtre, et les 4 autres jours, en alternance, c'était la troupe des comédiens italiens. Et dans la troupe des comédiens italiens, il y en avait un qui s'appelait Scaramouche, le plus célèbre, qui jouait, c'était un mime, il parlait quasiment jamais, très peu, des fois il parlait, mais très peu, et tout le reste, évidemment, comme un mime, c'est-à-dire c'était les mimiques, les grimaces qui exprimaient les émotions qu'il ressentait. Et Molière a l'idée géniale d'emprunter à Scaramouche ses mimiques, mais lui
pour les combiner avec le discours parlé, évidemment. Et lorsqu'il parle, et puis tout d'un coup, il est tellement ému, tellement angoissé, tellement désespéré qu'il ne parle plus, et là, il fait des grimaces. Et ça a été considéré comme une révolution absolue par les contemporains. Et voilà donc ce que nous apprend les éditions elles-mêmes. Et donc, Molière, acteur et chef de troupe aussi, c'est un aspect très important à prendre en compte. Alors là, ce que je vous montre, c'est une vue de Paris dans un plan qui date de 1654. Et là, vous avez donc ici, donc, ce sont des plans qui sont tournés différemment. Le nord est ici et le sud est ici. Et là, c'est l'île de la Cité, que je suppose que tout le monde connaît. Là, ce n'est pas encore l'île Saint-Louis. Vous voyez, ce sont deux îlots séparés qui ont été reconstitués, qui ont été rejoints ensuite. Et donc, voilà. Et donc, vous avez ici le théâtre concurrent de Molière, qui est ici, c'est le quartier des Halles. Ici, vous avez le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Et Molière installe son premier théâtre avec sa troupe de l'Illustre Théâtre tout en bas. Ici, actuellement, c'est l'Académie française. Hein. C'est le Coq de Conti, donc Académie française. À l'époque, c'était la rue de Seine. Aujourd'hui, c'est la rue Mazarine. Et là, il y avait 5 ou 6 jeux de paume qui étaient enfilés là. Et la troupe de Molière aménage un premier jeu de paume ici. Je vais revenir sur cette question dans un instant. Et ensuite, évidemment, ils vont se transporter au Palais Royal, qui est, si je ne m'abuse, par ici. Voilà. Ici, oui, le Palais Royal. Je vais revenir. Et donc, voilà, Molière, homme de théâtre, voilà Paris et les théâtres. Il y avait qu'en tout, et j'oubliais, il y avait une troisième troupe de théâtre, la salle de théâtre du Marais, qui était rue Vieille du Temple, ici, tout en haut de la rue Vieille du Temple. Je continue. Alors, où s'installe Molière à partir de 1661 ? Dans une salle de théâtre qui, comme vous le voyez, le palais cardinal, c'était le palais construit par le cardinal de Richelieu, parce qu'il était tellement obsédé par le théâtre, Richelieu, qu'il avait voulu avoir une grande salle de théâtre très moderne dans son théâtre. Et là, vous avez donc ici, contrairement à ce que vous pouvez attendre, ceux d'entre vous qui sont allés à la Comédie Française à Paris, eh bien, doivent penser que la salle de théâtre de Molière, elle était par ici. Eh bien non, la salle de théâtre dans laquelle jouait Molière, elle est là, dans l'actuelle la rue ici, aujourd'hui, c'est la rue de Valois, là où il y a le ministère de la Culture. Et donc, c'était ça, la grande salle des comédies construite par Richelieu. Et ici, il y avait une petite salle des comédies où on dansait les ballets avec les courtisans, etc. Et donc, voilà la salle dans laquelle Molière va jouer de février 1661 jusqu'à sa mort. Et après, la troupe, comme elle est disloquée, Molière est mort, il y a 4 comédiens qui passent dans la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne. Tout le monde croit que c'est fichu. Lully, avec ses opéras, réclame une salle royale où il n'a pas besoin de payer un loyer. Et donc, le roi lui dit, mais bon, puisqu'il n'y a plus de troupe de Molière, il donne à Lully la salle du Palais Royal. Et du coup, quand quelques semaines plus tard, la troupe de Molière arrive à se reconstituer en engageant de nouveaux comédiens, elle n'a plus de théâtre. Il faut déménager sur la rive gauche excusez-moi. Et là, ici, il s'installe ici, là, rue Guénégaud, voilà, au coin de la rue Mézarine et la rue Guénégaud, dans une nouvelle salle. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une salle de théâtre? Comment ça fonctionnait? Comment Molière, quand il allait de ville en ville, entre 1646, après la faillite de sa troupe de l'Illustre Théâtre, jusqu'en 1658, ils sont dans les provinces. Et à Paris, quand une nouvelle troupe de théâtre arrivait, comment faisait-elle? Où jouait-elle? Puisqu'il n'y avait qu'une salle de théâtre officielle, c'était l'Hôtel de Bourgogne, et ensuite la troupe de la salle de Molière, et ensuite la salle du Marais. Où jouait-on? Eh bien, on jouait dans des jeux de paume. Là, vous avez une image, tout le monde connaît le jeu de paume. Vous savez qu'au XVIIe siècle, le jeu de paume, ça s'appelait le jeu de paume, que ça a été imité par tout le monde, que il y avait 200 salles de jeux de paume dans Paris. Les Français, à cette époque-là, ils étaient absolument sportifs, comme les Grecs dans l'Antiquité. Et c'est des choses qui se perdent. Hein. Pour les Français, ça s'est perdu aussi. Et donc, il y avait 200 salles de jeux de paume. Et c'était des salles tout en longueur qui faisaient 34 mètres de long sur 12 de large, ou 14 selon les...
Et voilà, donc vous voyez, tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu de paume. Vous voyez que sur la droite, il y a une galerie, il y a un toit. Sur cette galerie, on peut faire rouler la balle, évidemment, pour tromper l'adversaire en jouant avec les toits de la galerie. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, lorsqu'on voulait faire une salle de théâtre, eh bien, on commençait par démonter, à mettre un échafaud, donc une scène au fond, à fermer les ouvertures en haut à droite, à mettre évidemment un fronton pour cacher toute la machinerie qu'on va éventuellement faire, à monter des loges à gauche, à droite. Et là, vous avez donc la salle de théâtre avec les loges occupées par les spectateurs qui sont les places les plus chères. Évidemment, les premières loges qui sont ici, ce sont les salles les plus chères, les places les plus chères, avec les sièges installés sur la scène. Évidemment, ça aussi, c'était les places les plus chères parce que les aristocrates à la mode, évidemment, s'installaient sur la scène, d'où ils voyaient très mal, mais eux, on les voyait très bien de la scène. Et c'est ça qui était très important pour eux. Et donc, et ceux qui voyaient le mieux, finalement, c'était ceux qui étaient debout au parterre, ceux qu'on appelait au XVIIe siècle le peuple. Mais j'insiste, c'est le XIXe siècle français qui invente Molière comme un auteur populaire. Molière n'était pas un auteur populaire au sens contemporain du terme, parce qu'au XVIIe siècle, une place de théâtre, c'était aussi cher qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le manœuvre, l'ouvrier, etc., qui gagnait 50 livres par an, n'avait pas les moyens d'aller voir une création de Molière où les prix au parterre étaient doublés, où c'était 1,5 livre. Imaginez-vous, vous gagnez 50 livres par an, une nouveauté de Molière, c'est 1,5 livre. Donc, soit vous allez voir du Molière, soit vous ne mangez pas. Mais il faut choisir. Donc, voilà. Alors, ce qu'on appelait le peuple, c'est exactement le même peuple que celui qui va faire la Révolution française en 1789, c'est-à-dire, c'est les bourgeois. C'est les bourgeois de Paris, ce sont les commerçants pour la plupart, c'est-à-dire en gros le père de Molière, si vous voulez, et tout ce public-là. Et donc, voilà, là, la même image donc avec les comédiens. Et là, si on se retourne avec une image vue de la scène, vous avez donc le parterre debout. Au fond, vous avez des gradins, ce qu'on appelait l'amphithéâtre, où les places étaient à mi-chemin sur le plan du prix, où on était assis, donc, par rapport... voilà, en gros. Et il y avait d'autres théâtres qu'on appelle les théâtres éphémères, c'est-à-dire ici, c'est les plaisirs de l'île enchantée, grande fête organisée par Louis XIV, au cours de laquelle ont été créées 2 pièces de Molière, La Princesse des Lides et Tartuffe, en 3 actes. Et puis, la dernière représentation à la cour, là aussi, alors j'insiste bien, vous avez l'impression que ce sont des théâtres. Pourquoi est-ce que j'appelle ça des théâtres éphémères? Parce que nous sommes dans les jardins de Versailles. Ici, à droite et à gauche, vous devinez les frondaisons des arbres, mais ici, vous ne les voyez plus. On est devant ce qu'on appelle la grotte de Tétis, qui a aujourd'hui disparu puisqu'elle était à l'emplacement de la chapelle de Versailles. Ça, c'était la grotte de Tétis avec les ouvertures de la grotte, et devant laquelle donc, on a construit entièrement un théâtre qui avait des possibilités de machinerie, et c'était absolument considéré. Évidemment, ça coûtait une fortune de construire un théâtre pour quelques représentations en plein air, comme c'était le cas ici. Et donc ici, alors évidemment, ce n'est pas Molière. Hein. Nous sommes le 19 juillet 1674, comme vous le voyez. C'est celui qui a succédé à Molière, qui a été emprunté à une troupe, enfin engagé d'une troupe concurrente, qui joue ici. On est en acte 1, scène 5, Argan entre sa femme, la servante Toinette, et sa fille Angélique. Voilà, j'arrive au bout. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons donc, on peut reconstituer beaucoup de choses sur la vie sociale de Molière, la vie d'auteur de Molière, la vie d'acteur de Molière, mais on ne peut rien reconstituer sur la vie intime de Molière. Il n'a rien laissé, il n'y a pas de correspondance. Et ceux qui arrivent à faire de belles biographies avec les sentiments, les pensées, les amours, les haines, les détestations, eh bien, c'est ceux qui ont la chance d'écrire sur des gens du 19e, du 20e siècle. De ce point de vue-là, faire une biographie de Marcel Proust, c'est absolument merveilleux parce qu'on a tout. Mais faire une biographie de Molière, on n'a rien. Et donc, c'est pour ça que beaucoup ont écrit des anecdotes, ont fait des romans. Et tout ce qu'on sait, par exemple, des 2 femmes, c'est Madeleine Béjart, habillée en précieuse, dans les précieuses ridicules à gauche, et Armande Béjart, sa fille. Voilà, je dis bien les 2 connus parce que Molière était une star, et on sait que les stars ont beaucoup de succès. Donc, entre les 2, je n'ai trouvé la trace d'une qui était la fille du directeur de la troupe qui les avait engagés après la faillite, avec qui ils ont fait toute la province, et puis c'est tout. Et puis voilà.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire, enfin, le conte de la vie de Molière. C'est-à-dire, vous avez raconté la vie de Molière d'une manière fascinante. Vous nous avez donné des renseignements que probablement nous ne savions pas. Et vous avez éclairé le personnage de Molière d'une manière tout à fait nouvelle pour nous. Je vous en remercie, je pense, pour tout le monde. Je ne sais pas si on peut passer directement aux questions par la salle, si jamais s'il y a quelqu'un. Ah oui, voilà. Oana Martitos. Oui, puisque votre intervention précède de 2 jours, la première du Tartuffe ou l'Hypocrite, mise en scène par Ivo Van Hove, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière, la façon dont vous avez pu reconstituer ce texte perdu? Je vais essayer de dire quelques mots. Alors, premièrement, il faut savoir pourquoi ce texte a été perdu. Ça, c'est le plus important. Parce que je ne l'aurais pas reconstitué s'il n'avait pas été perdu. Alors, le 12 mai 1664, pendant ces grandes fêtes des plaisirs de l'île enchantée, à la fin de ces fêtes, il y a un petit festival Molière. Louis XIV donne à représenter 3 pièces de Molière, le mariage forcé, les fâcheux, et entre les deux, une pièce qui est tantôt désignée comme étant Tartuffe, tantôt désignée comme étant l'Hypocrite. C'est comme ça que quand je l'ai refabriqué, je me suis permis sur le modèle de la version finale qui était Tartuffe ou l'imposteur, de faire Tartuffe, d'inventer ce titre de Tartuffe ou l'Hypocrite, qui était probablement celui originel, mais encore une fois... Donc, cette pièce est représentée à Versailles. Le roi, évidemment, l'avait approuvée d'avance, car il savait le sujet, que c'était une satire des dévots. Louis XIV détestait les dévots. Pour quelle raison? Parce que les dévots n'approuvaient pas la manière dont vivait Louis XIV, qui était marié à une sainte femme qui s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne, qu'il trompait allègrement, officiellement, avec une maîtresse qui s'appelait Mademoiselle de la Vallière, et probablement 1 à 2 fois par jour avec d'autres maîtresses. Et donc, cette vie de Louis XIV et le fait qu'à la cour régnait une véritable atmosphère une sorte de religion de l'amour qui était célébrée de tous côtés, y compris par des pièces de théâtre. La pièce de Molière qui s'appelle La Princesse d'Élide, qui est créée donc quelques jours plus tôt, c'est une véritable hymne à l'amour avec un héros qui ressemble à Louis XIV. Et donc, Louis XIV détestait les dévots parce qu'il savait que les dévots condamnaient évidemment sa vie. Et donc, il autorise Molière à jouer cette pièce, il applaudit cette pièce, sauf que le soir ou le lendemain, son ancien précepteur, l'archevêque de Paris désormais, lui fait valoir que, au moment même où 1 semaine plus tôt, il a publié un édit ordonnant à tous les ecclésiastiques de France de signer un formulaire dans lequel sont déclarées hérétiques 5 propositions qu'on attribue aux jansénistes, il va voir le roi en lui disant « Vous ne pouvez pas vous donner l'impression, vouloir donner l'image du héros de l'orthodoxie catholique en faisant signer ce formulaire auprès de tous les ecclésiastiques et autoriser Molière à représenter dans 3 semaines sur son théâtre à Paris une pièce que vous avez applaudie et qui fait la satire de la dévotion qui est au cœur de la religion catholique. » Donc, il fait comprendre à Louis XIV qu'il ne peut pas avoir un double visage, d'un côté le défenseur de la foi catholique et de l'autre le soutien de Molière. Et donc, il demande à Molière de ne pas représenter la pièce. Il interdit la pièce. Molière, voyant que les affaires religieuses sont si tendues que Louis XIV est véritablement à les mains liées et qu'avant longtemps, il ne pourra pas faire représenter la pièce, il publie d'abord ce qu'on appelle un placet au roi, une défense dans laquelle il dit le but de la comédie étant de divertir, d'instruire les hommes en les divertissant. Et j'ai pensé que dans la position où j'étais, je n'avais pas de meilleur moyen qu'en faisant la dénonciation de l'hypocrisie. Eh bien, il se place dans une nouvelle posture qui était inconnue chez lui jusqu'alors,
qui est celle d'auteur moral. Il aurait écrit cette pièce en tant qu'auteur moral, alors que jusqu'alors, et particulièrement l'année précédente, dans 2 de ses comédies, comment dirais-je, théoriques d'une certaine manière, qui s'appellent La critique de l'école des femmes et L'impromptu de Versailles, il s'était présenté comme ce que tout le monde considérait comme étant un humoriste au sens contemporain du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du théâtre, qui fait rire les spectateurs en se moquant des comportements de ses contemporains. Se moquer des comportements, ce n'est pas être un auteur moral, c'est être à la lettre un humoriste. Et tout d'un coup, voilà qu'il dit « Non, j'ai fait une pièce, non pas pour me moquer des dévots et de la dévotion, non pas pour me moquer des dévots qui sont obligés de prendre un directeur de conscience pour aller plus près de Dieu, j'ai fait une comédie pour faire la satire, pour m'attaquer aux hypocrites en général. Non pas aux dévots qui croient prier Dieu toute la journée, mais que ça n'empêche pas d'être tenté par la bonne chair, par le désir sexuel, même s'il est adultère, etc., et donc de tomber dans l'hypocrisie. C'est pas ça que j'ai écrit, il dit. Alors que c'est ça qu'il a fait. C'est pas ça que j'ai écrit. Et voyant que de toute façon, le roi est coincé, et que s'il veut faire représenter Tartuffe, que tout le monde attend, et pour laquelle les recettes du théâtre attendent ce Tartuffe, eh bien, il va être obligé de le transformer. Et c'est ainsi qu'il décide de transformer sa pièce en 3 actes. Et on a un témoignage 1 an et demi plus tard du fils du grand Condé, le duc d'Enghien, qui écrit au chargé d'affaires des Condés à Paris, et il dit « Si on aimerait avoir Molière chez nous pour représenter l'amour médecin et Tartuffe », et il ajoute « Si le 4e acte de Tartuffe était fait, demandez-lui s'il ne le pourrait pas jouer. » Donc on voit qu'en novembre 65, Molière a ajouté un 4e acte à sa pièce en 3e, c'est-à-dire le 5e acte actuel. Et comme il a une pièce en 4 actes, ça n'existe pas au XVIIe siècle, c'est soit 1, soit 3, soit 5. Eh bien, il a bien fallu qu'il ajoute un nouvel acte. Et il invente à son héros Orgon une fille supplémentaire, l'amoureux de cette fille, et c'est avec ce couple supplémentaire qu'il va créer le grand acte des amours contrariés, du dépit amoureux, qui est le 2e acte, donc il va intercaler là. Et donc le voilà avec une version en 5 actes, dans laquelle on a un nouveau Tartuffe qui apparaît à la fin. C'est-à-dire non plus le directeur de conscience, gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille, c'est-à-dire cette image du moine du Moyen-Âge, vous savez, qui prie Dieu avec les 8 offices qu'ont les moines au fil de la journée et qui passe son temps à prier Dieu, mais qui aime bien manger, qui n'hésite pas à s'énerver, à se mettre en colère, donc à tomber dans le péché. Et c'est ce Tartuffe-là que Molière va transformer en un imposteur, c'est-à-dire que pour le rendre conforme à sa défense dans laquelle il disait « je me suis attaqué à l'hypocrisie en général », dans ce 5e acte, il fait apparaître Tartuffe comme un aventurier qui était masqué, qui s'est cherché à s'introduire dans les familles sous le couvert de la dévotion. Pourquoi faire? Mais pour coucher avec les femmes, pour épouser avec les filles et pour déshériter les fils. Et voilà que Molière se retrouve avec une pièce en 5 actes. Et désormais, qu'est-ce que devient la pièce en 3 actes? Eh bien, elle est noyée dans cette pièce en 5 actes. Elle disparaît littéralement. Et pour la postérité, elle disparaît d'autant plus que ce coquin de Lagrange, celui qui nous rend tellement de services grâce à son registre, qui est une Bible pour mon ami Platon, qui a acheté la version en fac-similé quand il était à Paris jadis, eh bien, il se trouve que Lagrange, qui ne jouait pas dans la première version parce qu'il va remplir le rôle de l'amoureux de la jeune fille, eh bien, va faire croire à la postérité que le premier Tartuffe, celui qui a été joué à Versailles le 12 mai 1864, c'était, il le dit mais c'est rajouté d'une autre encre, hein, il dit 3 actes de Tartuffe et il rajoute qui étaient les 3 premiers. C'est-à-dire que c'est lui qui invente pour la postérité le fait que les 3 actes joués, enfin le Tartuffe joué à Versailles en 1664, c'était les 3 premiers actes du Tartuffe que l'on connaît. Et toute la postérité va croire à ça. Ce n'est qu'au XXe siècle, il y en a qui se sont dit, mais c'est pas possible que lors d'une grande fête devant le roi, Molière ait osé, que le roi lui ait permis de représenter une pièce inachevée. Ça n'existe pas. Soit elle n'est pas tout à fait achevée parce qu'elle n'est pas versifiée, mais qu'elle ne soit pas finie et qu'elle se termine sur le triomphe de Tartuffe, alors que la version qu'adapte Molière de récits du Moyen-Âge, de schémas de commedia dell'arte, se termine toujours sur Tartuffe démasqué
est chassé. Point. Ça se termine toujours comme ça. Donc, finir sur le triomphe de Tartuffe, ça n'a pas de sens. Donc, c'est là que c'est au XXe siècle qu'il y a un premier auteur qui s'appelle John Cairncross qui a dit probablement le premier Tartuffe, ça correspondait aux actes 1, 3 et 4 de la version qu'on connaît en 5 actes. Et quand j'ai travaillé avec mon ami Claude Bourki sur la version pour l'éditer dans la Pléiade, il se trouve que notre démarche, ça a été de reconstituer la manière dont Molière avait travaillé pour chacune de ses pièces. Et quand reconstituer la manière dont il avait travaillé, c'est-à-dire chercher son point de départ, le récit qu'il a inspiré, la pièce de théâtre dont il s'est servi, puisque Molière empruntait toujours des éléments pour faire des pièces. Et on a découvert ainsi qu'il y avait quantité d'histoires qui racontaient toujours le même schéma. Un homme pieux reçoit chez lui un saint homme, un pèlerin qui fait escale chez lui. Le saint homme, au bout de quelques jours, tombe amoureux de la femme de son hôte. Il résiste, il se fouette. Mais il craque, il va s'ouvrir à la dame, qui le repousse évidemment en lui disant « Mais vous êtes un saint homme, remontez dans votre chambre, mortifiez-vous encore et n'y revenez plus. » Il se mortifie encore et le désir est plus fort, il revient une deuxième fois et à ce moment-là, la dame comprend qu'elle ne pourra pas s'en débarrasser. Elle le dénonce à son mari, qui ne la croit pas, bien sûr, puisque c'est un saint homme. Et donc, elle lui propose de tendre un piège au saint homme. On fait semblant que le mari est parti en voyage ou qu'il est absent. Et donc, elle invite le saint homme à venir dans la chambre conjugale. Il s'ouvre encore à elle. À ce moment-là, le mari sort, on se jette sur lui. Et dans une version de Commedia dell'arte qui s'appelle Il Pedante, dans lequel le saint homme, c'est le sage gouverneur du fils de Pantalon et d'Isabelle, eh bien, on se jette sur lui, on menace de le châtrer et on le chasse. J'insiste sur on menace de le châtrer parce que si vous lisez le texte de Molière ou si vous écoutez le texte de Molière, vous entendrez que le fils de la famille, dont le mariage a été rompu à cause de Tartuffe, dit « Je veux lui couper les 2 oreilles ». Donc pourquoi Molière a cette idée-là de lui couper les 2 oreilles quand vous savez que la version de Commedia dell'arte, on menace de châtrer Tartuffe, et voilà comment se terminait la pièce. Donc avec Claude Bourki, quand on a fait ce travail d'archéologie justement, eh bien on s'est rendu compte que la première version en gros correspondait à l'acte 1, à l'acte 3 et à l'acte 4, à la réserve de la fin de l'acte 4, dans lequel Tartuffe dit « Oui, mais c'est à vous de sortir de la maison, c'est moi qui suis le maître, etc. etc. » Et donc, la pièce se terminait ainsi. Voilà, c'est comme ça que, du coup, eh bien, quand l'édition de la Pléiade est sortie, j'ai rencontré une amie qui dirigeait une troupe de théâtre avec ses lycéens qui me dit « J'ai cherché le premier Tartuffe dans la Pléiade, je ne l'ai pas trouvé. » Et c'est là que je lui ai dit « Mais si tu veux, je te le fabrique. » Et c'est comme ça que je l'ai fabriqué. À partir voilà. Et elle a été jouée par ses élèves, et 7 ans plus tard, Tartuffe était au programme du concours prestigieux en France qui s'appelle l'agrégation. Et ben, j'ai rappelé mon ami, on a fait un appel à des comédiens amateurs dans la Sorbonne, et on a remonté la pièce. Et voilà. Et il y a 3 ans, ou 2 ans, je ne sais plus maintenant, pendant le confinement, où tout le monde était enfermé chez soi, j'ai envoyé ce texte-là à Eric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, et Denis Podalides. Voilà. Et il se trouve qu'ils ont soumis ce texte à Ivo Vanov parce qu'ils avaient décidé que pour le quadricentenaire de Molière, ce serait Tartuffe qui serait. Vanov a dit ce texte-là me plaît mieux, même s'il l'a un peu modifié, puisqu'il est allé chercher 8 vers de la version en 5 actes pour faire en sorte que cette version se termine sur le triomphe de Tartuffe. Mais j'en dis pas plus parce que vous n'avez pas vu la pièce. Il faut que vous soyez surpris en voyant le dénouement de Ivo Vanov. J'insiste bien, non pas de Molière, mais de Ivo Vanov. Et qui fait que la pièce est très cohérente. Sa mise en scène est très cohérente et très forte, même si ce n'est pas exactement ce que Molière avait probablement, je dis probablement, puisque c'est moi qui le suppose, écrit. Ce que je me permets d'ajouter, c'est aussi l'insertion du deuxième acte dans la finale qui fait la prolongation de l'entrée de Tartuffe, qui entre pour la première fois au 3e acte. Exactement. Tout à fait impressionnant. Quand on était étudiant, oui. Il y avait une des choses qui faisait partie, était fondamentale de ce qu'on appelait les études dramaturgiques. On apprenait tous que Tartuffe, c'est le modèle du héros retardé.
Molière le retarde jusqu'au troisième acte. Et quand on fait la genèse de la pièce, et on joue à l'archéologue ou à l'ingénieur, comme vous m'avez défini à partir de cette interview-là, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est tout simplement que Molière a rajouté après coup un deuxième acte intercalé entre le premier et le troisième, et que tout à fait naturellement, dans la première version, Tartuffe apparaissait au deuxième acte. Voilà. Mais l'aventure de Tartuffe, il avait plusieurs étapes quand même, hein, parce qu'après l'interdiction, il y avait deux représentations à Drancy, je crois. Oui, au récit. Puis il y avait une représentation au Palais Royal qui était légale et pas légale, parce que le roi n'a pas autorisé finalement. Ah oui, alors ça c'est en 1667, quand la pièce a été parce qu'il complétée. il était en guerre, le roi. Voilà, le roi était dans les Flandres, en train de faire la guerre dans les Flandres. Molière a fini sa nouvelle version, qu'il appelle l'imposteur. Voilà. Et le roi vient quelques heures chez sa belle-sœur, Madame, à Saint-Cloud, parce qu'elle se remettait d'une fausse couche. Et Madame fait venir Molière, qui lit tous les passages nouveaux à la petite cour qui était là et devant Louis XIV. Et Louis XIV dit « D'accord, vous pouvez représenter la pièce. » Sauf qu'il repart le soir même, et il repart dans les Flandres, et que une semaine après, quand Molière met la pièce à l'affiche, celui qui a le pouvoir de police dans Paris, qui est le premier président du Parlement de Paris, le monsieur de Lamoignon, Monseigneur de Lamoignon, qui est un dévot, c'est important quand même, fait interdire la pièce. La pièce est représentée à un triomphe absolu, le 5 août 1667, et le lendemain, il y a des soldats qui gardent l'entrée du théâtre, parce que Lamoignon dit que le roi n'a pas donné d'autorisation officielle et que dès que le roi dira officiellement que la pièce peut être représentée, il l'autorisera. Et donc la pièce, du coup, est encore interdite pour 1 an et demi jusqu'en le 5 février 1669. Voilà. Mais et le deux représentations au château de Drancy. Du Drancy, oui. C'était la version en 3 actes. Alors, il y a eu une représentation au château de Drancy en novembre 64, c'est-à-dire 6 mois après. Oui, oui. C'est-à-dire la version en 3 actes. Il y avait une en 64 et une en 65. 1 mois plus tard, il y a une représentation au château de Villers-Cotterêts, chez Monsieur Frère du Roi, où le roi s'est rendu lui-même avec sa maîtresse et un petit groupe de personnes. C'est-à-dire que le roi, lui, il a vu 2 fois, alors même qu'il avait interdit la pièce. Il faut le savoir. Faut le savoir. Et puis, l'année suivante, novembre 65, c'est là que Condé et toute sa petite cour et la princesse Palatine au château du Drancy voient le nouveau Tartuffe en 4 actes. Voilà. Et après, ce sera le Tartuffe en 5 actes. Le quatrième acte est ajouté avant le deuxième. Avant le deuxième. Et oui, parce que le 4e acte, c'est le 5e actuellement. Voilà. Mais il y a le Deus ex machina qui est aussi le roi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que la pièce actuelle, que tout le monde connaît, elle fait 1900 et quelques vers, ce qui est 200 vers de plus que la moyenne d'une pièce de théâtre du XVIIe siècle. On voit bien que Molière a rajouté des choses voilà, pour faire passer l'illusion que son premier Tartuffe, c'était pas un dévot qui tombe dans l'hypocrisie, mais que c'est un aventurier masqué qui se fait passer pour dévot, ce qui change totalement, évidemment, la physionomie de la pièce et la satire des dévots, même si le texte est le même. Mais la satire est moins forte, évidemment, puisque Tartuffe se révèle être un aventurier, un escroc, quelqu'un qui était même connu des services du roi. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur l'ambassadeur. Oui, voilà. Oui, merci. J'ai plein de questions, mais, mais je vais essayer d'être bref. D'abord, je sors un peu de mon rôle. D'abord, je voulais dire que la biographie qui a été écrite par Georges Forestier en 2018, la biographie de Molière, est vraiment passionnante. Il a effectivement touché à quelques sujets aujourd'hui, mais sa biographie est vraiment foisonnante. Il y a beaucoup de choses à apprendre et vraiment, je ne saurais que trop vous la recommander. Et cette biographie est intéressante parce qu'elle déconstruit un certain nombre de choses qu'on savait ou qu'on croyait savoir. Et comme vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de fables, il y a un certain nombre de choses sans réalité qui sont dites sur Molière. Vous avez parlé, Molière était-il incestueux, Molière est-il mort sur scène, etc. On dit même que parmi ces mythes, parmi ces choses qui ont été dites sur Molière, on dit même qu'il n'aurait pas écrit toutes ces pièces. Bon. Vous n'en avez pas parlé, mais ça, on dit ça aussi. Parmi les choses qu'on dit sur Molière aussi,
vous y avez fait une allusion, c'est Molière est un auteur populaire, mais au fond, Molière n'était pas un auteur populaire, ça vous l'avez dit, et donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi Molière finalement s'est imposé, bien après sa mort en réalité, comme un auteur populaire. Deuxième question, très rapidement. Vous venez de parler de Tartuffe. Ce qui est quand même assez frappant avec Tartuffe, c'est que bon, ça n'est pas ma pièce préférée, si j'ose dire. En tout cas, le troisième Tartuffe n'est pas ma pièce préférée. J'aime bien davantage L'école des femmes, le Misanthrope, le Malade imaginaire, etc. Mais parce que j'ai toujours trouvé ce Tartuffe un peu ennuyeux. Je trouve qu'il n'en finit pas de finir d'une certaine façon. Il est très long, vous l'avez dit. Et puis, il y a une espèce de truc à la fin, Monsieur Loyal, enfin, quelque chose qui sort effectivement de l'ordinaire pour finalement donner une conclusion. Or, c'est quand même ce troisième Tartuffe qui, à ma connaissance, a été le plus joué par la Comédie Française. Donc, d'où vient cet extraordinaire succès du Tartuffe alors que il semblerait, en tout cas c'est mon avis, que ça n'est pas sa meilleure pièce en tout cas. Et dernière question, parce que là je crois que vous n'y échapperez pas. Moi j'aimerais quand même vraiment beaucoup que vous nous disiez comment Molière était prononcé à l'époque. Ah, bon, alors j'essaie de répondre dans l'ordre. Oui, Molière, auteur populaire, c'est une invention de la Troisième République française. C'est-à-dire, c'est après la chute de l'Empire, du Deuxième Empire, celui de Napoléon III, avec la défaite des Français contre la Prusse, que l'antagonisme franco-allemand a explosé et que la France a éprouvé le besoin de se définir comme nation avec une très longue histoire, avec une grandeur, avec une langue. Et c'est comme ça qu'on commence à inventer. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de la langue de Molière. Jamais personne n'avait parlé de la langue de Molière auparavant. Donc, une langue, une tradition gauloise qui remonte de donc, Molière, Rabelais, les fabliaux du Moyen-Âge, tout ça. On invente donc en quelque sorte une filiation d'un esprit gaulois français. Et un esprit gaulois qui dit esprit gaulois français dit un esprit qui plaît à l'ensemble du peuple, à la totalité de la nation. Et donc, c'est comme ça qu'on invente un Molière populaire jouant sous les tréteaux, Et c'est comme ça que, comment il s'appelle, Ariane Mnouchkine, à qui j'ai fait une allusion tout à l'heure, quand elle représente Molière en province, etc., le montre jouant des fois dans des granges, dans des endroits, alors qu'en fait, ces troupes de comédiens ambulants, les grandes troupes de comédiens ambulants, comme celle de Molière, en fait, ne jouait que dans les châteaux ou dans les jeux de paume aménagés dans les villes ou dans les grandes salles de conseil des municipalités. Donc, en fait, c'est cette idée qui se met en place là, que Molière jouait pour tout le monde, et en particulier comme des farceurs de rue ou de tréteaux qu'il y avait à Paris. Sur le Pont-Neuf, à Paris, il y avait des farceurs en permanence. Et donc, on a un peu assimilé ça. Et il se trouve que c'est lié aussi au fait que Molière a eu des ennemis au XVIIe siècle, et que dès le succès des Précieuses ridicules, en 1659, on le traite de farceur. Et on dit que son génie n'est que celui d'un simple farceur. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de mélange qui a fait que Molière, auteur populaire, s'est imposé et c'est devenu valorisant dans la Troisième République française, qui sortait de cet empire raté de Napoléon III et qui avait besoin donc d'affirmer une spécificité française face à l'Allemagne en train de devenir une nation regroupée et autonome. Et donc ça, c'était en gros, si je peux, la première question. La deuxième question, celle de Tartuffe. Moi aussi, je trouve que Tartuffe est ennuyeux en 5 actes. C'est pas pour ça que je me suis amusé à la transformer en 3, encore une fois. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'avais travaillé sur le travail de Molière et que le travail de Molière m'avait fait aboutir à la conclusion que c'était une pièce en 3 actes et que, du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans. Et effectivement, moi aussi, c'est une pièce dont je trouve que le 5e acte est un 5e acte un peu postiche. Le 2e acte, si charmant soit-il, avec ses amours des jeunes gens, est un art qu'au XVIIe siècle, on disait même hors d'œuvre. On a un critique de 1670 qui dit que le 2e acte, il est hors d'œuvre. Donc, vous voyez, donc, il y a des éléments comme ça. Alors, la question que vous avez posée précisément, c'est pourquoi est-ce que c'est la pièce la plus souvent représentée ? Je pense parce que il y a en France, depuis le XVIIIe siècle, d'abord, c'était une pièce interdite au XVIIIe siècle, avec le conflit avec la monarchie. On a cru que Louis XIV et Molière subissaient difficilement le joug
de la monarchie et qu'il avait souffert de la monarchie. Donc Tartuffe, c'était en quelque sorte une pièce symbole des relations difficiles. Après, au XIXe siècle, c'est devenu où l'anticléricalisme a cru progressivement jusqu'à éclater à la fin du XIXe siècle avec ce qui va être la querelle de l'Église de l'État et l'invention de la laïcité française. Eh bien, on a fait de Tartuffe une pièce qui est celle qui est le brûlot contre la religion et contre Alors du coup, à chaque époque, il y a eu une bonne raison, en quelque sorte, pour faire en sorte que Tartuffe soit une pièce qui soit demandée, jouée, alors même que je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, l'École des femmes, c'est infiniment plus délicieux, réussi, équilibré que ce Tartuffe en 5 actes. Alors, la troisième question que vous me posez, c'est comment parle-t-on au temps de Molière? Est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint derrière ou c'est trop tard, le monsieur, il est parti? Ah d'accord, formidable. Alors, je vais revenir très en arrière pour essayer de trouver un passage parce qu'il vaut mieux que ma mémoire des vers est très déficiente. Je ne sais pas s'il faut que je fasse ça derrière, mais ça va plus vite quand on fait ça là. Voilà, si je prends par exemple les vers, ce sont des vers de Mirliton en 8 syllabes, hein, mais les alexandrins étaient lus de la même manière. Voici comment ce que ça donne je vais lire La mort de Molière. Notre vrai Terence Françoise, qui vaut mieux que l'autre sans fouesse. Molière, c'est incomparable, et de plus en plus admirable, attire aujourd'hui tout Paris par le dernier de ses écrits, où d'un malade imaginaire, il nous dépeint le caractère avec des traits si naturels qu'on ne peut voir de portrait tels. La faculté de médecine, tant soit peu, dit-on, sans chagrine. Mais qui vient en ce moment m'interrompre si hardiment? Ô Dieu, j'aperçois un visage tout pâle et de mauvais présage. Qu'est-ce, monsieur? Vite, parlez! Je vous vois tous les sens troublés. Vous allez les avoir de même. C'est l'autre qui répond. Vous allez les avoir de même. Et comment? Ma peine est extrême. Dites vite. Molière. Eh bien, Molière a fini son destin. Hier, quittant la comédie, il perdit tout soudain la vie. Serait-il vrai? Crions adieu. Pour rimer, je n'ai plus de feu. Non, la plume des doigts me tombe, et sous la douleur je succombe à l'extrême chagrin par ce trépas réduite. Je mis fin à ces vers en février le 18. Alors, pour ceux qui seraient intrigués, je dis un mot, parce que l'heure tourne. Pour ceux qui seraient intrigués par cette manière de prononcer, je précise que depuis le Moyen-Âge, on ne prononçait plus les consonnes à la fin des mots. Le français avait évolué dans la conversation courante. Mais nous apprennent les traités contemporains. Il y a 2 manières en français pour prononcer la langue française. La manière naturelle qu'on utilise dans la conversation et la manière artificielle que l'on utilise dans les discours, au théâtre, au palais, à l'église, en chaire, c'est-à-dire tout discours public passe par ce type de prononciation dans lequel on accentue les consonnes finales, on roule un peu plus les R qu'ils étaient roulés, et donc en fait c'est une énonciation artificielle parce qu'elle est destinée à passer ce public qui est debout au théâtre. Et si vous avez déjà assisté à des spectacles où les spectateurs sont en partie debout, vous savez qu'un spectateur debout n'arrête pas de bouger, se penche vers son voisin, se met à parler. C'est beaucoup moins sage, infiniment plus turbulent qu'un public assis dans une salle de théâtre. Et du coup, il fallait que ça passe. Et donc, l'énonciation, d'abord, était jugée plus belle et elle était en même temps plus puissante. Je prends toujours l'exemple, quand on me demande ici ou là de donner un exemple, une chanson de Georges Brassens adaptée d'un poème de Corneille qui s'appelle « Marquise ». Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. C'est ce que je dis régulièrement, d'ailleurs. Et donc,
si vous le prononcez en déclamation, ça devient « Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. » Tout de suite, il y a une puissance automatiquement, quand vous prononcez de cette manière, qui sort et qui fait que c'est une parole théâtrale. Et au XVIIe siècle, on avait une conscience très nette que le théâtre, c'était un art artificiel, dans lequel on avait des costumes. Vous avez vu Molière en César, c'était des costumes d'une romano-grecque imaginaire, en quelque sorte, approximatif. On le savait. Il jouait César en costume romano-grec, mais il avait la perruque. Et donc, ça ne gênait personne. On savait que c'était un art artificiel. C'est le 19e siècle et le 20e siècle qui inventent le théâtre comme un art naturaliste, où on joue de façon naturaliste. À cette époque-là, ça n'existait pas. Pourtant, dans Molière, dans la promptue de Versailles, il y a un discours sur ce problème de l'Annonciation, la ridiculisation de Montfleury et tout ça. Oui, alors, il se trouve que là aussi, c'est un malentendu. Ah Excusez-moi, là aussi, je suis revenu là-dessus parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il se trouve que Molière, en fait, on le sait par les répliques qu'il y a eu à cette impromptu de Versailles, où des amis, des adversaires disent de Molière, ce n'est pas un impromptu, ou oui, c'est un impromptu de 3 ans. Et il y en a un autre qui ajoute, oui, il a joué cela 20 fois au bout des tables. En fait, on se rend compte que Molière est un imitateur extraordinaire et que régulièrement, dans les banquets, là où il était invité, chez les amis ou chez les grands seigneurs qu'il invitait, on lui demandait à cette époque-là régulièrement de faire la parodie des comédiens rivaux de l'Hôtel de Bourgogne, qui, eux, avaient souvent une manière un peu plus psalmodiée. « Notre vraie Thérence française, qui vaut mieux que l'autre 100 fois. Molière, c'est incomparable. » Il y avait une dimension plus psalmodiée que chez Molière, où lui, il devait dire, comme j'ai fait moi, « Notre vraie Thérence française, qui vaut mieux que l'autre 100 fois. » La différence, si on était transporté, nous, on aurait beaucoup de mal à la comprendre. C'est ce que je fais une comparaison souvent. Si vous donnez à un homme de Mongolie à choisir entre un Bourgogne et un Bordeaux, il ne saura pas faire la différence. Et nous, on serait transportés là devant Molière à l'hôtel de devant les comédiens Montfleury de l'hôtel de Bourgogne et Molière au théâtre du Palais Royal, on aurait sûrement du mal à faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, Molière, il déclamait un peu plus fortement à l'Hôtel de Bourgogne dans la tragédie, bien sûr, dans les tragédies, et Molière un peu plus naturellement dans la comédie, mais les différences c'était... Mais Molière, en fait, dans ce passage-là, c'est un passage destiné à faire rire tout le monde, comme un excellent imitateur actuel fait rire en imitant les autres. Oui, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis désolé. S'il y a une question dans la salle, autrement, je m'aimerais... Qu'il y ait peut-être une dernière question, une dernière question, et qu'ensuite, puisque le temps a passé... Un monsieur qui lève le main tout au fond. Voilà. Il nous fait gagner 30 secondes de voyage. Oui, merci. Moi, je voulais vous faire appel à l'archéologue auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, en vous demandant qu'est-ce que vous pensez du mystère qui entoure la tombe de Molière, parce que donc actuellement il y a un sarcophage au Père-Lachaise qui est mitoyen de celui de La Fontaine, et il est souvent question quand on visite le cimetière que les corps auraient pu être interchangés ou autres, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est pas ce que j'en pense, c'est ce que je sais que je vais vous dire. S'il vous plaît. Alors, ce que je sais, c'est que Molière a été enterré dans un cimetière qui est le cimetière Saint-Joseph, qui dépendait de la paroisse Saint-Eustache, parce que le cimetière de Saint-Eustache était complet, donc il a été enterré au milieu du cimetière Saint-Joseph, qui a disparu depuis. Bon. Mais au XVIIIe siècle, il était encore là. Et quand est arrivée la Révolution française, qu'on a cherché à exhumer les restes des grands hommes, on savait que la tombe de Molière était au milieu du cimetière, on a cherché, on est peut-être tombé sur la tombe de Molière, et on l'a transportée dans un endroit intermédiaire, et ensuite on l'a transportée au Père-Lachaise. Mais quand on sait ce qui s'est passé pour La Fontaine, qui est dans le même qui est le même tombeau voisin, La Fontaine, qui aurait été ramassée, dont les ossements auraient été ramassés dans le même cimetière Saint-Joseph, il se trouve que La Fontaine, on le sait, il a été enterré au cimetière des Innocents. Donc, celui
les ossements de celui qui est dans le tombeau dit de La Fontaine, c'est un illustre inconnu. Et il n'est pas impossible que les ossements qu'on a cru être ceux de Molière au milieu, qu'on a ramassés au milieu du cimetière Saint-Joseph, mais à ce moment-là, est-ce que la tombe était... On savait que la tombe, Armand de Béja avait fait faire un grand feu pour réchauffer tous ceux qui venaient prier sur la tombe de Molière après sa mort. C'était devenu un quasi-dieu. Et que ça avait fait éclater en partie la pierre tombale. Est-ce que cette pierre tombale, est-ce qu'on savait encore qu'elle était légèrement fendue? Est-ce qu'ils ont vraiment pris les ossements de Molière? Ça, on n'en sait rien. Donc, il est possible que ce ne soit pas Molière qui soit dans cette tombe. Mais il est possible que ce soit lui. En revanche, La Fontaine, c'est sûr que ce n'est pas lui. Je vois Nicolas Dubravin qui me fait signe qu'il faut terminer ici. Je vous remercie encore une fois pour cette fabuleuse lecture. Merci, c'est très gentil. Je suis très heureux que vous soyez quasiment tous toujours présents. C'est le meilleur hommage que vous pouviez me rendre et rendre à Molière lui-même. Je vous remercie vivement.